suis Paul. Donc en rappel, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul-Sabatier, avec une table de sciences humaines, précisément à l'Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie. Et moi, je travaille sur les tests de gravitation. On va parler de gravitation pendant l'heure, peut-être que l'heure, on verra. À petite échelle, ça c'était quand j'étais à Paris. Quand je suis venu à Denis, j'ai commencé à travailler sur la gravitation à grande échelle. Donc, je fais ce qu'on appelle de la cosmologie. Voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de relativité générale. C'est un sujet qui est relativement vaste. Donc, j'ai fait quelques choix. Alors, peut-être que certains d'entre vous ils se sentent frustrés parce que je ne vais pas parler de peut-être vos thématiques préférées. Mais pendant la séance de questions qui va suivre, vous pourrez me poser toutes vos questions. Et puis, si je peux y répondre, j'essaierai d'y répondre. Peut être porté sur des questions sur les trous noirs, sur tout ce que vous voulez. Si j'ai la réponse, en tout cas la réponse à tous, je vous la donne. Voilà. Alors, la relativité générale, c'est un sujet qui est... Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Est-ce que c'est mieux ou pas? Oui. Ah, comme ça, alors. Ok, merci. Je pensais que j'avais un micro, donc ça portait plus, mais il faut quand même que je mette de la voix. Donc, la relativité générale, c'est une théorie qui est relativement ancienne. C'est plus vieux que la mécanique quantique. Donc souvent, les étudiants ils vont l'aborder en M2, en master, en 5e année, et puis ils disent enfin on fait de la théorie moderne. Mais en fait, c'est pas du tout une théorie moderne, c'est une théorie qui est très ancienne, enfin relativement ancienne. Et vous allez voir, j'ai fait le choix de vous décrire un petit peu, faire un petit voyage à travers les concepts de cette théorie, qui est la théorie de la gravitation, une des interactions fondamentales, avec quelles sont les idées fondamentales de cette théorie, quels sont les tests d'observation qui permettent de la valider, et puis, dans le futur, qu'est-ce qui pourra arriver pour la confirmer ou l'infirmer. Puisque, comme vous le savez, c'est une théorie qui est toujours très étudiée, non pas parce qu'elle a des déficiences, mais surtout parce qu'on sait qu'elle n'est pas mariée à la mécanique quantique, donc on sait que ce n'est pas la théorie ultime, donc il faut chercher des extensions de cette théorie. Bon. Alors, donc, on parle de gravitation. Donc, comme on parle de gravitation, je vais me baser sur cette petite image ici, où il y a la Lune qui se promène autour de la Terre, qui tourne autour de la Terre, et essayer de voir historiquement comment est-ce que les scientifiques, les penseurs, ont essayé de comprendre cette histoire d'interaction gravitationnelle. Donc, je parle avec Aristote, enfin, chez les Grecs, quatrième siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'idée, parmi ces gens-là, c'était que si la Lune va tourner autour de la Terre, c'est parce qu'il doit y avoir une force, une interaction, quelque chose qui va pousser la Lune, et qui va pousser la Lune, c'est ça qui est intéressant dans la tête d'Aristote, dans la direction du mouvement. C'est-à-dire que c'est finalement ici un petit ange, je vais représenter un ange qui est cette espèce de chose ici qui va pousser la Lune dans sa trajectoire, et puis cet ange se découille pour que ça passe en cercle. Voilà, c'était la façon dont on pensait la gravitation d'Aristote jusqu'à Newton, ça a duré 2000 ans. Et ensuite est arrivé un génie, comme il y a là de temps en temps, c'est très rare, ça c'est Newton. Et Newton, il a compris, c'est ça son génie, que finalement ce qui faisait tourner la Lune autour de la Terre, c'était exactement la même interaction que celle qui fait tomber la pomme des arbres ou la montante de la Terre s'il le lâche. Et ça, c'était quelque chose quand même d'assez extraordinaire, de faire un lien entre des interactions qui avaient lieu à l'échelle du laboratoire, et puis l'interaction à grande distance de la Lune autour de la Terre. Et pour décrire ces interactions gravitationnelles au niveau du laboratoire, Newton avait introduit un concept de force. Et la force, elle était toujours dirigée entre les deux objets qui interagissent. Donc du coup, ce qu'a fait Newton, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas quelque chose qui pousse dans la direction du mouvement, mais il y a quelque chose qui doit pousser, attirer vers le centre de la Terre. Alors, j'aime bien cette phrase ici là, de Paul Valéry, peut-être Newton pour s'apercevoir que la Lune tombe, quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. La Lune est en permanence en train de tomber autour de la Terre, tout simplement elle n'atteint pas la Terre parce qu'elle avait une vitesse initiale qui l'empêche d'atteindre la surface de la Terre, mais elle tombe exactement comme la pomme. C'est une idée de génie. Bon, alors il y aura quelques petites équations de temps en temps. Si vous n'aimez pas les équations, vous ne les regardez pas, je vais essayer de les faire parler. Si vous aimez bien les équations, vous pourrez tirer de l'information. Donc Newton, il a fait deux choses. Il a fait ses lois de Newton, il a fait plein de choses. Donc, deux choses qui m'ont intéressé ici, c'est ses lois de Newton, et puis
la force gravitationnelle qu'il a introduite pour décrire l'interaction gravitationnelle. Donc là, le concept de force chez Newton, il est très simple. C'est quand vous avez une force, vous l'appelez grand F. Alors une force, c'est un vecteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une direction. J'exerce une force dans une direction donnée. C'est pour ça que j'ai mis une petite flèche ici. Peu importe, c'est juste pour indiquer la direction dans laquelle je vais agir. Et que cette force, elle agit pendant une certaine durée delta t. Par exemple, je pousse pendant une seconde. À ce moment-là, ce que ça va produire, c'est un changement de l'état de mouvement de mon objet qui est soumis à cette force-là. Donc je vais changer fois le produit m fois v. M, c'est la masse de mon objet et v, c'est sa vitesse. Donc essentiellement, si la masse est constante, ce qui est le cas dans la plupart des situations qu'on rencontre en physique classique, mais en fait, c'est la vitesse qui va changer. Donc par le vecteur vitesse, donc, par exemple, la Lune va tourner parce qu'elle est soumise à une force. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ici, il a dit que la force gravitationnelle, celle qui est à l'origine du fait que les objets tombent, que la Lune est en train de tourner autour de la Terre, je vais lui donner une expression analytique, une expression mathématique. Et cette expression, vous la connaissez sûrement, hein. Donc la force, c'est le produit des deux masses. Ça, c'est la masse, par exemple, la Terre. Et petit m, ça va être la Lune. Le produit de la masse de la Terre, masse de la Lune, divisé par la distance au carré. Et pour faire une force, il faudra multiplier par une constante pour que ça ait la bonne dimension. Cette constante doit manger ce qu'on appelle la constante de Newton. Bon, ça c'est pas mal. C'est même très très bien. Avec ces deux lois-là, la deuxième loi de Newton ici et l'expression de la force gravitationnelle, ça définit une théorie extrêmement féconde qui rendait compte de toutes les observations, sauf une, mais de toutes les observations en rapport avec la gravitation jusqu'à la fin du 19e siècle. Et en particulier, ça rendait compte d'une observation qu'on faisait déjà depuis un certain temps, qui est l'universalité de la chute des corps. Qu'est-ce que c'est? Si vous prenez deux objets qui ont des masses différentes, peut-être des compositions différentes, et que vous les lâchez dans le champ de pesanteur de la Terre, eh bien, si vous arrivez à vous débarrasser des effets parasites que sont le frottement dû à l'air, ces deux objets vont tomber exactement de la même façon. Je vais revenir, quand vous montrez des vidéos. Eh bien, ces deux petites équations permettent de les comprendre très simplement, puisque la force, c'est donc, si vous divisez par delta d, la dérivée de la masse sur la vitesse, la dérivée de la vitesse c'est l'accélération, donc c'est la masse sur l'accélération. Et la masse sur l'accélération est égale à ça. Donc vous avez des petits m qui interviennent à droite et à gauche, du signe égal, et se simplifient. Ça veut dire que l'accélération que va subir un objet que je lâche ne dépend pas de sa masse. C'est ce que dit automatiquement les lois de Newton de la gravitation. Donc ça rend compte de quelque chose d'assez profond. On avait observé déjà depuis un certain temps, depuis Galilée, voire on va dire depuis Galilée, pour ne pas prendre de risque. Alors là, je vous montre une vidéo là, sur cette universalité de la chute des corps. C'est difficile de le faire sur Terre, puisqu'il y a toujours des frottements. Donc cette expérience, elle a été faite en 1971 sur la Lune, lors de la mission Apollo 15. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo. Donc, évidemment, c'est mauvaise qualité parce que c'est une vidéo très ancienne. Là, vous avez donc un astronaute américain qui va faire donc l'expérience de lancer. Donc là, on est sur la Lune. Ici, cette main, il y a une plume. Dans cette main-là, il a un marteau. Donc, ils ont transporté tout ça sur la Lune. Et puis l'idée, c'était de les lâcher en même temps, puis de vérifier est-ce que oui ou non, la plume et le marteau vont tomber en même temps sur le sol de la Lune, avec effectivement le fait que sur la Lune, il y a très très peu d'atmosphère. Donc le frottement qui est dû à l'air, résiduel de l'atmosphère de la Lune, va être très très faible. Et donc du coup, on ne sera pas gêné par ces effets parasites. Il n'y a que l'interaction gravitationnelle qui devrait agir entre les deux. Le marteau ici, la plume là, et vous voyez, pom, ça tombe exactement avec là. Là, on n'est pas dans l'expérience scientifique, hein, c'est de la démonstration, mais ça tombe vraiment bien en même temps. Si vous faites la même expérience sur Terre, la plume va flotter comme ça à cause des frottements du l'air. Alors cette expérience, elle a été refaite évidemment plusieurs fois. Là, je vous montre, c'est une vidéo de la BBC, où l'expérience a été faite dans une énorme chambre où ils étaient capables de faire le vide. Donc ça prend plusieurs heures pour faire le vide. Et ils ont lâché, je vais vous amener jusqu'au moment où ils lâchent. Ils ont lâché, vous voyez le bouton release, ils vont lâcher une petite plume ici, voilà, et une plume. Donc ça c'est en slow motion, hein, ça, au ralenti, ça tombe plus vite. Et ça va tomber là on va dire une dizaine de mètres. Et là on voit que la plume et la boule, qui est beaucoup plus lourde,
vont tomber exactement de la même façon, c'est-à-dire que leur vitesse va évoluer de la même façon en fonction du temps. Hein, ces deux objets sont accélérés, leur vitesse augmente avec le temps, mais exactement de la même façon, ce qui fait qu'ils vont bouger exactement au même moment au niveau du sol. Et ils ont l'air surpris et aussi les jeunes qui lorsqu'elles Bon, alors quand on essaie de faire ces expériences sur Terre, on est très rapidement limité par un facteur de temps, qui est le temps de chute. Hein, si je veux faire des expériences pour tester cette universalité de la chute des corps, ben, il faut que je puisse laisser chuter les objets très longtemps pour voir s'il y a une dérive entre les deux objets qui chutent. Sur Terre, typiquement, on ne peut pas faire plus de quelques secondes. La tour la plus grande aujourd'hui qui fait les expériences de chute libre, c'est en Allemagne, à Brême. Ça fait 100 mètres, et même avec 100 mètres, en 4 secondes et demie, vous êtes en bas. Donc après, c'est difficile de faire des tours de plus de 100 mètres, ça coûte beaucoup d'argent. Alors déjà, ils sont malins, plutôt que de faire tomber d'en haut, ils se lancent en bas. Donc c'est pas parce que ça montre que c'est pas une chute libre, c'est pas une chute libre. Donc ils lancent d'en bas, donc ça fait 4,5 plus 4, et une nuit, ça fait 9 secondes. Donc en gros, 10 secondes, c'est le maximum qu'on peut faire de chute libre sur Terre. Du moins, avec cette technique-là. Si on est très malin, comme Galilée, on peut faire des plans inclinés, on peut faire des machines d'atoud avec des poulies, des choses comme ça, mais dans ce genre d'expérience très simple où je lâche et que je roule pas sur quelque chose, en gros, une limitations. Donc l'idée pour aller plus loin, et c'est une expérience, j'en parle parce que elle est financée, lancée par le CNES et opérée par l'INERA, pas très loin d'ici. Elle a été lancée en 2016. Ils sont encore en train d'analyser les données. Ils ont fait une première ce qu'on appelle release des données pour donner la précision qu'ils ont obtenue sur la différence d'accélération qui est communiquée à deux objets de masse différentes qu'il y avait dans le satellite. Donc l'idée, c'est d'exploiter le fait que si je suis en orbite autour de la Terre, comme tout à l'heure je l'ai été pour la Lune elle tourne tout le temps. Donc vous allez prendre deux objets qui ont des compositions et des masses différentes, l'objet bleu et l'objet jaune, vous le mettez en orbite autour de la Terre, ça tombe en permanence. Donc là, vous posez une chute libre qui va durer 2 ans. Alors, par rapport à 10 secondes, c'est vachement mieux. Du coup, ça va permettre de gagner en sensibilité. Et la précision qui est attendue, ça va être 10-15. 10-15, c'est-à-dire que l'accélération de l'un des objets par rapport à l'autre sera égale à 10-15 près. Bon, alors, je reviens sur l'expression du concept gravitationnel de la théorie de Newton, c'est qu'il y a une force qui agit entre deux objets. Bon, il y a quand même quelques points faibles conceptuellement, même philosophiquement, à ça. Le problème, le premier, c'est celui de causalité. Parce que là, vous voyez que la force qui agit sur la masse petit m à l'instant t, elle dépend de la distance qu'il y a au même instant t. Mais imaginons que cette masse grand M ici, je la prends, je la décale de 1 mètre. Comment est-ce que la masse petit m peut savoir instantanément que je déplacer la grosse masse m? Ça peut paraître bizarre. Ça a été dit à Newton dès le début. Il a dit, mais il y a un fan de simultanéité dans ce que tu écris. Ouais. Comment est-ce que la masse petit m, c'est la position de la masse grand M instantanément? Si je la change, il faut bien que y ait quelque chose qui se propage pour indiquer, tiens, en fait, je me suis déplacé. Voilà. Donc ça, c'est un problème, c'est un des aspects négatifs. Bon, qui a vite été balayé par le fait que de toute façon, ce formalisme-là expliquait toutes les observations, donc les gens ont dit, on verra plus tard. Voilà. Le plus tard, c'est 300 ans. Et puis, il y a quand même un phénomène que ça n'expliquait pas, c'est l'avance du périhélie Mercure, c'est-à-dire que Mercure avait une trajectoire autour du Soleil qui était anormale, un tout petit peu anormale par rapport au Newton. Donc, voilà, c'était connu, il y a ce petit problème-là, un petit nuage noir dans la théorie. En fait, ce nuage noir va donner lieu à la relativité générale. Alors, si je suis un tout petit peu cynique, finalement, qu'est-ce qu'il a fait Newton? Il a simplement changé la direction dans laquelle les anges poussent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une force qui agit à distance? C'est pas super bien défini. C'est pas tellement joli que ce que disait Aristote avant, qu'il y a un ange qui pousse dans la direction de la trajectoire. C'est-à-dire que maintenant, il pousse de façon radiale, mais il va pousser de façon orthoradiale. Donc, conceptuellement, introduire une force, c'est pas une avancée extraordinaire sur la compréhension de ce qu'est la gravitation. Hein, je ne suis pas en train de minimiser ce qu'a fait Newton. Je suppose que j'essaie de maximiser ce qu'a fait Einstein. Parce qu'Einstein, c'est le premier à s'être débarrassé de ces anges-là
est d'avoir liquidé la notion de force gravitationnelle. Et ça, je vais vous raconter ça en détail, en partant des expériences de pensée d'Einstein. Et s'il y a un truc que vous devez retenir à la fin là, de ce que je vais dire, c'est que la force gravitationnelle n'existe pas. Là, vous allez quitter ça. Mais je vais vous l'expliquer, d'accord? Ce que je veux dire par là. Donc, je pars des expériences de pensée d'Einstein. Première expérience de pensée d'Einstein, vous êtes dans un ascenseur, en chute libre, dans le champ de pesanteur de la Terre, supposé vos formes. D'accord? Vous êtes, vous, un observateur qui est à l'intérieur. Vous pouvez disposer de tous les éléments, de toutes les expériences scientifiques que vous voulez, tous les appareils de mesure, tout. D'accord? La question que je vous pose, vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, rien, vous ne voyez pas l'extérieur. Est-ce que vous pouvez imaginer une expérience de physique qui vous montre que vous êtes en train d'être accéléré vers le sol? Newton, il dit, lui, il est accéléré vers le bas. Et lui, a-t-il un moyen de mesurer cette accélération? Non. La réponse est non. Là, vous pouvez imaginer toutes les expériences de physique que vous voulez. Vous prenez un pendule, il ne va rien faire. Vous êtes en chute libre, si vous lâchez le pendule, il ne va pas osciller, il ne va rien faire. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Jamais vous ne pourrez mesurer cette soi-disant accélération que Newton dit que vous avez. Petit g. 9,80 mètres seconde moins 2. Là, c'est d'être à l'intérieur de cet ascenseur. Vous ne pouvez pas mesurer 9,81 mètres par seconde carrée. Donc Einstein il en déduit quoi de ça? Il dit, mais si finalement l'observateur qui est en train de subir cette interaction gravitationnelle n'a pas le moyen de mesurer cette accélération gravitationnelle, cette force, c'est qu'elle n'existe pas, cette force. Vous voyez ce que je suis en train d'en arriver? Dans la vision de Newton habituelle, comme on l'apprend aux élèves, en première année ou en terminale, on leur dit quoi dans cette expérience? On leur dit, bon, le gars qui tombe, il est soumis à une force qui est le poids, vers là, mg, mais attention, il est dans un référentiel non galiléen qui est accéléré. Il faut rajouter par rapport à la deuxième loi de Newton que je vous avais montré, des forces d'inertie d'entraînement, comme la force d'inertie centrifuge que vous connaissez dans votre voiture, et cette force, elle vient, comme par hasard, pile poil compenser le poids, ce qui fait que la somme des forces est égale à 0. Bon, dans Newton, il y a deux forces. Il y a une force telle que le poids et une force fictive qui est une force d'inertie. Dans Einstein, il n'y a pas de force. Du tout, zéro. C'est quand même plus simple. Donc, il s'est débarrassé des référentiels non galiléens. Ça, c'était la première expérience de pensée. Si je suis en chute libre dans un champ de pesanteur uniforme, je n'ai pas moyen de mettre en évidence que je suis en train de tomber. Donc, je dois en déduire qu'aucune force n'agit sur moi. Au lieu d'écrire K de mv sur pt égal au poids mg, il faut que j'écrive 0. Sauf que là, j'ai mis un delta. C'est une nouvelle façon de calculer la dérivée, je vais y revenir plus tard. C'est une dérivée dans un espace court, mais on y revient plus tard. Bon, en tout cas, aucune expérience de physique ne peut mettre en évidence le fait qu'on est en jeu. Deuxième expérience de pensée. Si, quand je suis en train de tomber, finalement, je n'ai aucune force qui agit sur moi, alors que Newton disait qu'il y a deux forces qui agissent sur moi. Quand je suis maintenant au repos, là, sur le sol, il faut bien que du coup j'ai une force qui agisse. Puisque quand je suis en chute libre, j'ai pas de force. Quand je suis pas en chute libre, il doit donc y avoir une force. Quand je suis au repos sur le sol, ce que me dit Newton, c'est que j'ai une somme des forces qui est égale à 0. C'est-à-dire le poids est compensé par la force exercée par le sol sur moi. Que dit Einstein? Einstein dit non. Quand vous êtes au repos sur le sol, vous avez en fait une force qui agit sur vous, et juste une seule, c'est la force exercée par le sol sur vous. Vous êtes en contact avec les atomes du sol qui interagissent avec votre chaussure, et ça exerce une force électrostatique sur vous, électromagnétique. Et il se base sur l'expérience suivante, qui est quand vous êtes au repos sur la Terre, soumis à l'interaction gravitationnelle avec la Terre, finalement, c'est exactement la même chose en termes de sensation que si vous étiez dans une fusée, en absence complète de gravitation, loin de toute planète, étoile, etc., et que vous étiez juste accéléré, avec un moteur qui accélère. Donc vous pouvez vous débarrasser de la gravitation en mettant de l'accélération. D'accord? Donc finalement, un champ de pesanteur uniforme, si vous êtes au repos dans ce champ de pesanteur uniforme, c'est comme une accélération pour ça.
Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que je peux effacer la gravitation localement. En un point, je peux tout à fait, si je suis en chute libre, je vais considérer qu'il n'y a pas de force gravitationnelle, il n'y a pas de gravitation. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. C'est basé sur l'expérience de pensée dont je viens de vous parler juste avant. Et donc, ça va être quoi la gravitation? S'il n'y a plus de force gravitationnelle, il n'y a plus rien. Mais en fait, la gravitation, vous allez voir, ça va devenir une propriété géométrique. Et juste pour vous en donner un premier aperçu avant de passer au transparent d'après, imaginez maintenant, je vous ai dit que localement, vous pouvez éliminer la gravitation. Mais en fait, comme vous êtes dans un champ qui n'est pas uniforme, par exemple, quand vous prenez un objet là, et un autre objet à côté et que vous le lâchez, en fait, les deux ne vont pas tomber verticalement. Les deux vont tomber vers le centre de la Terre, donc avec un petit angle. Là, j'ai représenté le numéro, la Terre, c'est le centre de la Terre. Donc, ces deux objets ici vont tomber en fait vers un même point. Donc, vous, quand vous êtes dans l'ascenseur en train de tomber, vous prenez deux boules, vous les lâchez. Ce que vous allez voir, c'est que ces deux boules se rapprochent. Pourquoi elles se rapprochent? Parce qu'elles vont descendre comme ça et comme ça. Donc, la distance entre les deux boules ici, elle va diminuer. Donc, vous devez naturellement vous dire, après, tiens, il y a une force d'attraction entre mes deux boules, qu'elles se rapprochent. D'accord? En fait, il n'y a pas de force, vous voyez, là, c'est juste un effet de géométrie. C'est qu'il y a des trajectoires qui sont convergentes vers le point haut. Donc, l'idée d'Einstein, c'est de remplacer ces forces de gravitation par de la géométrie. D'accord? Alors, je fais un petit pas. Quelle géométrie? Donc, il vient Einstein avoir l'idée de génie de dire que finalement, notre espace, il est courbe. Et là, je vais vous donner une analogie assez simple de la courbure. Donc, nous, on vit dans un espace à 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc, il faut imaginer que dans la théorie de la relativité générale, c'est l'ensemble de cet espace à 4 dimensions qui est courbé. Donc, même le temps est courbé et les 3 dimensions d'espace. C'est difficile à représenter. Donc là, j'ai juste représenté un espace à 2 dimensions. Donc, c'est la nappe qui est là, vous voyez, qui va être courbée. D'accord? Comme ça, on peut facilement courber un espace à 2 dimensions. Vous prenez une nappe, vous posez quelque chose dessus, ça va courber cet objet. Donc, il faut s'imaginer qu'en fait, là, vous vivez comme une fourmi qui serait écrasée sur la surface à 2 dimensions. Vous n'avez pas de conception de la 3e dimension. D'accord? Et Einstein dit que, finalement, quand on se déplace dans cet espace qui est courbe, je dois me déplacer en ligne droite. Il n'y a pas de force. Je dois me déplacer en ligne droite dans cet espace courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait se représenter un déplacement en ligne droite dans un espace courbe? Vous imaginez, vous êtes la fourmi écrasée à 2 dimensions, et vous dites, j'ai un scotch, et je déroule mon scotch sans faire de pli. Dérouler un scotch sans faire de pli, sur une surface courbe, ça veut dire faire une ligne droite sur une surface courbe. Vous voyez, vous pouvez faire l'expérience chez vous, si vous voulez, si vous déroulez un scotch ici, là, ce scotch, il va tourner. C'est pas parce qu'il y avait une force entre vous et le point qui est ici. C'est juste que vous avez déroulé un scotch sans faire de pli sur une surface courbe. Ça vous fait tourner. Mais jamais vous avez dit que je vais tourner à gauche. Vous avez déroulé votre scotch tout droit. Ça va? Donc c'est exactement ça la théorie de la gravitation selon Einstein. Il n'y a pas de force à distance. J'interagis localement avec l'espace là où je suis, mais cet espace il peut être courbe. Et s'il est courbe, il va me faire éventuellement tourner à gauche ou à droite, mais sans que moi j'ai pris la décision de tourner. J'ai toujours déroulé mon scotch sans faire de pli. Je vais en ligne droite dans un espace court qui s'appelle le géodésique. D'accord? C'est le point le plus court pour aller d'un point à un autre en restant sur la surface courbe. Bon, donc les particules se déplacent en ligne droite. Il n'y a pas de force gravitationnelle. Sauf que cette ligne droite est dans un espace courbe, avec des propriétés intéressantes. Et là, c'est le Léon d'Einstein. Il a compris que la Lune se déplace en ligne droite, alors que tout le monde est en train de tourner. Le premier pas, c'était Newton. Le deuxième pas, c'est Einstein. Tout le monde va en ligne droite. Il n'y a pas de force autre que les forces gravitationnelles. Bon, alors après, on peut se demander, mais qui est-ce qui crée la courbure? Eh bien, ce qui va créer la courbure, et ça c'est le deuxième pilier de la relativité générale,
c'est le contenu en énergie. Et ça, tout ça, c'est codé dans cette équation ici, là. Alors là, il y a des préfacteurs qui sont inégaux avant par les physiciens. Ce qu'on appelle l'équation d'Einstein, qui dit que dès que vous mettez de l'énergie quelque part, j'ai pas dit de la masse, je dis de l'énergie quelque part, ça va courber l'espace-temps. D'accord? Dès que vous avez cette courbure, quand vous avez une particule qui passe, elle va faire sa géodésique sur cet espace court, puis qu'elle va dérouler sur le scotch sur cet espace court. L'énergie déforme l'espace-temps. Et là, vous avez, dans le membre de droite de cette équation, l'énergie, dans le membre de gauche, un objet qu'on appelle la courbure. Donc il y a une équation qui permet, tiens, si j'ai mis tant de joules par mètre cube à tel endroit, quelle est la courbure en mètre moins 2 qui est créée à cet endroit-là? Une fois que j'ai la courbure, je vais écrire que le déplacement des objets dans cette courbure, c'est une ligne droite dans cet espace court. Et j'ai la trajectoire raisonnable. Bon. Et donc ça, c'est très intéressant parce que l'espace, c'est plus une scène sur laquelle a lieu des mouvements, ça devient un objet dynamique. Il peut se courber, il peut être en expansion. Toute la cosmologie, c'est de décrire comment est-ce que l'univers est en expansion, indépendamment des objets qui constituent cet univers, c'est l'espace lui-même qui peut être en expansion ou en contraction. Et puis cette courbure, elle peut aussi se propager. Ça, je vais en parler après. Par exemple, si vous prenez la Terre ici et que vous la secouez, d'une part, la courbure, elle va suivre la Terre. Et en plus, vous pouvez envoyer des vagues de courbure que là. Là, c'est sur les ondes gravitationnelles. D'accord? Donc la courbure, c'est-à-dire l'espace, devient un objet et une dynamique constante. Je vais évoluer dans le temps, interagir avec l'énergie que je dépose et se propager. Alors, ça c'est l'équation la plus compliquée qu'il peut mettre. Simplement, pour vous dire, imaginons, la question que je me pose, c'est quand est-ce que cette théorie-là, cette nouvelle façon de penser la gravitation, il n'y a pas de force gravitationnelle, mais c'est de la courbure, quand est-ce que ça va réellement compter? Quand est-ce que mes petites équations de Newton vont être modifiées? Bon, il se trouve que quand on n'est pas au voisinage d'un trou noir, on est quand je suis au voisinage d'un masque qui n'est pas trop massif, quand je me déplace à des vitesses pas trop proches de la vitesse de la lumière, on peut réécrire l'accélération qui est subie par un objet qui se déplace dans cet espace court, comme si finalement j'étais dans un espace plat, mais avec des forces supplémentaires par rapport à la force de Newton habituelle. Là, vous reconnaissez la force de Newton. Le moins, c'est que c'est attractif. Ça, c'est le Gm sur r carré. Donc, il y a des r cubes avec le r carré, ça fait bien une force en 1 sur r carré. Direction radiale, vers le centre. Donc ça, c'est la force habituelle de Newton, l'accélération de Newton. 9,80 mètres secondes moins 2, c'est pour la masse de la Terre et la Terre ici. Et ensuite, il y a des termes correctifs. Si jamais vraiment vous voulez interpréter la relativité générale comme quelque chose qui se passerait sur un espace plat, à ce moment-là, il faudrait rajouter des forces. Lesquelles? Celles-ci. Donc tout ça pour vous dire quoi? Vous dire que ici, vous avez le G sur un cube, c'est le même que là. Donc, si ces termes-là deviennent grands, par rapport à 1, ça veut dire que les effets de relativité générale sont importants par rapport aux effets newtoniens. Quand est-ce que ça arrive, ça? Ça va arriver soit si votre vitesse est proche de la vitesse de la lumière. Bon, je vais oublier cette situation-là dans un premier temps. On va regarder le mouvement des planètes autour du Soleil. Je ne me déplace pas à la vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ou alors, quand cet objet-là, G, constant de Newton fois la masse de l'objet divisé par RC2, R c'est la distance à laquelle je suis l'objet, au plus près, c'est quand je suis au niveau du rayon de l'objet. Donc c'est quand G sur RC2 se rapproche de 1 que les effets de relativité générale vont devenir importants. Voilà. Alors, ça c'est quelque chose qu'on appelle la compacité. G, M sur RC2, constant de Newton fois la masse divisé par le rayon de l'objet et divisé par la vitesse de la lumière au carré. C'est la vitesse de la lumière. Cette quantité-là n'a pas de dimension, pas d'unité, si vous voulez. Et je peux essayer de la calculer pour la Terre. C'est-à-dire la masse de la Terre, rayon de la Terre, pour le Soleil, pour une aile blanche, pour un trou noir. Ce que je vois, c'est que pour la Terre, ça vaut 10-9. Ça veut dire que si je fais des expériences sur Terre pour essayer de trouver des effets de relativité générale qui vont au-delà de ce que nous dit Newton, mais il va falloir que je fasse des mesures au moins au milliardième pour les voir. Des mesures très précises. Simplement parce que la Terre n'a pas une compacité très grande. Le Soleil a une compacité plus importante. 10 moins 6, c'est encore petit devant 1. Une nuit blanche, 10 moins 3. Une étoile à neutrons, c'est environ
10 moins 1, et un trou noir, en fait, c'est pile un demi. Donc, pour un trou noir, la compacité est de l'ordre de 1, et on peut montrer que la compacité ne peut jamais dépasser un demi. C'est une valeur limite. On ne peut pas avoir une compacité de 4, par exemple. Bon, alors, j'ai exposé la théorie. On va regarder maintenant les prédictions que fait cette théorie et les observations pour savoir à quel point elles sont en accord avec les prédictions de la théorie. Donc, il faut bien distinguer quand on crée une théorie, ce qui est prédiction, c'est-à-dire des choses que je vais prédire, et ce qui sont des post-dictions, c'est-à-dire des observations qu'on avait déjà avant et que ma nouvelle théorie explique. Parce que quand on a un signal anormal, par exemple l'avance du périhélie de Mercure, je vais en parler, cela, on peut toujours trouver une théorie qui explique a posteriori. Là, les physiciens, ils sont très forts et qu'on a inventé 1000 théories qui expliquent. Ce qui est plus dur, c'est d'avoir une théorie qui va faire une prédiction nouvelle, qu'on va les tester, et là, ça marche. Alors, il y avait donc une post-diction, je vous avais dit que déjà depuis 1859, vous voyez que le mouvement de Mercure autour du Soleil ne suivait pas une ellipse, ce serait l'ellipse même ici, comme prédit par les lois de Newton. Ça faisait une ellipse qui tourne un peu comme la trajectoire bleue. Donc on dit que le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, se déplace un petit peu. Le point le plus loin se déplace un petit peu. Ça, on avait déjà observé avec une bonne précision grâce à Le Verrier, déjà dès 1850. Cet accord, bon, ça vaut 43 secondes d'arc par siècle. Bon, ben, une seconde d'arc, une seconde c'est 1/60 de minute, une minute c'est 1/60 de degré. Donc ça me fait quelque chose qui est petit. En un siècle, l'angle duquel ça a bougé, c'est vraiment tout petit. Alors, ça fait 5×7 radians par seconde. C'est pas beaucoup. Et en fait, il se trouve que Einstein, quand il a utilisé ses lois de son équation d'Einstein, il a pu résoudre quelle était la courbure créée par le Soleil, quel était le mouvement de Mercure qui déroule son scotch autour du Soleil. Il a vu que ça faisait un mouvement comme ça, bleu. Il a calculé l'avance du périhélie de Mercure, c'est une formule, bon, je passe sur le détail. Ici, petit a sur demi-grand axe, petit o c'est l'excentricité. Et ça donne exactement les 43 secondes d'arc qui étaient observées dès 1859. Donc il a expliqué parfaitement bien l'avance de ce périhélie. Alors, pourquoi est-ce que l'avance du périhélie, on l'a vu sur Mercure et pas sur les autres planètes, Mars, la Terre, etc. Simplement parce que Mercure, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil. Et plus je me rapproche du Soleil, plus je vais aller explorer des zones où R est petit, et donc où les termes ici vont être grands. D'accord. Donc les effets de relativité générale, c'est là où la courbure est importante. Où est-ce que la courbure est importante? Proche du Soleil. Plus je peux me rapprocher du Soleil, plus je vais voir de la courbure importante. Plus je m'éloigne, plus la courbure est faible. D'accord. Bon. Et ensuite, il a fait des prédictions. Déjà, dès 1915, il a prédit que la lumière, c'est pareil, ça va dérouler son scotch, la lumière. Donc si l'espace est de courbe, la lumière aussi devrait tourner. Voilà. Et il a calculé que ça devrait tourner d'un angle. Si jamais je passe avec un rayon lumineux très très proche du Soleil, ça devrait tourner d'un angle que je peux calculer 4 fois G, en Newton, fois la masse du Soleil divisé par le rayon du Soleil, et divisé par c carré. Et ça fait quelque chose qui est tout petit. Et le challenge, c'était comment je vais faire pour mesurer ça, puisqu'il faut absolument que le rayon de lumière passe près du Soleil, là où la courbure est très forte, pour que l'effet soit important. Mais le problème, c'est que si je regarde à côté du Soleil, je suis tellement ébloui par le Soleil que je vois rien. Je ne peux pas voir les étoiles à côté. Donc il a fallu attendre une éclipse de Soleil. Donc heureusement, c'est arrivé quelques temps après, 1919, donc 4 ans après cette prédiction-là. Donc il y a eu 2 expéditions qui ont été menées. Ça, c'est la bande de l'éclipse de Soleil de 1919. Il y a une expérience qui est partie ici au Brésil et une autre qui était en Afrique. Je crois qu'en Afrique, vous auriez vu des nuages. Mais par contre, ici, ils ont pu voir le Soleil. Et donc, comme il y avait une éclipse de Soleil, c'est-à-dire la Lune s'est mise devant le Soleil, il était possible de voir les étoiles qui étaient juste au voisinage du Soleil, sans être gêné par la luminosité du Soleil, sans être ébloui. Et ce qui a été constaté, c'est que quand il y a le Soleil
Donc l'étoile, elle est là pour de vrai. Donc le rayon qui part de l'étoile et qui nous arrive va être un tout petit peu dévié. Ce qui fait que vous le recevez, et c'est comme si vous voyez l'étoile à cette position-là. La position apparente de l'étoile dans le ciel. Ce n'est pas la position réelle, il y a un petit décalage. Et quand il y a le soleil, on voit l'étoile là, on attend le lendemain, ou quand il fait nuit, et on regarde où est cette étoile-là, où il n'y a pas le soleil, et on voit qu'elle est là. Donc il y a un petit décalage ici. Ce décalage, il a expliqué par le fait que dès qu'il y a le soleil, ça courbe le rayon lumineux, donc la position apparente de l'étoile varie. Et ça, c'était un accord, on peut discuter, et la certitude qui a été mesurée à cette époque-là, mais c'était un accord avec la relativité générale, et c'était vraiment une prédiction. Voilà. Alors, je fais juste une digression très rapide, c'est que avec Newton, on peut aussi montrer que normalement la lumière doit être un peu déviée. Alors, si je prends un Newton basique, qui me dit qu'il y a une force gravitationnelle qui est proportionnelle au produit des masses, si je prends la lumière, c'est des photons. Photons, ça n'a pas de masse, donc il n'y a pas de force. Donc on pourrait dire que comme il n'y a pas de force gravitationnelle, la lumière va aller tout droit. Mais en fait, si vous vous rappelez bien, les masses ils se simplifient à gauche et à droite. Et donc, l'accélération que doit subir un photon ne doit pas dépendre de sa masse. Et donc, il doit subir une déviation comme une particule massive, n'importe laquelle, ça ne dépend pas de la masse. Voilà. Et donc, on peut calculer en Newton que l'angle de déviation, ça va être 2 Gm sur RC2. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était pas 2 ici, la relativité générale, c'était 4. Donc en fait, il y a un désaccord d'un facteur 2 entre Newton et Einstein. Donc un facteur 2, c'est facile à mesurer. Et vraiment, c'est Einstein qui a raison. Ce facteur 2, il est pas en accord avec les observations. Alors, je vais passer un petit peu ici. Si vous avez des questions sur pourquoi est-ce que classiquement on trouve un facteur 2 en dessous, on pourra en discuter à la fin. Alors, ces tests de la déviation, donc c'est date de 1919, et depuis on les a fait plusieurs fois pour vérifier que effectivement la prédiction de la relativité générale était bien en accord avec les observations. Et le satellite Gaia, qui est un satellite assez récent, qui fait la cartographie de à peu près 1 milliard d'étoiles dans la galaxie. Donc 1 milliard d'étoiles, ça veut dire qu'on peut faire 1% de la galaxie. Ça voit 1% de la galaxie autour de nous. Et ça a mesuré donc très précisément la direction, on peut faire de l'astrométrie, des étoiles. Quand il y a le soleil qui passe, et il n'y a pas le soleil qui passe, et même quand il y a Jupiter qui passe, Jupiter va dévier un petit peu les rayons du soleil. Donc ça permet de mesurer les déviations des rayons lumineux quand il y a des astres, des planètes, le soleil, qui passent dans la ligne de visée. Et ça a mesuré donc 100 000 fois mieux que les mesures d'Eggington, le fait que effectivement la relativité générale était bien testée. Voilà. Alors, autre conséquence de l'application de rayon lumineux, c'est que vous êtes la Terre ici, l'observateur, vous avez un objet en arrière-plan dans une galaxie qui émet de la lumière, et imaginons ici que vous avez une grosse masse. Typiquement, celle de la matière noire. Cette matière noire n'émet pas directement de lumière, mais par contre, ça représente une masse importante. Comme ça représente une masse importante, ça va courber ici l'espace-temps. Et donc, il y a des rayons lumineux qui partent de la galaxie, qui normalement là sont censés vous échapper, mais comme l'espace est courbe, hop, ça vous revient. Donc, il peut y avoir ce chemin-là et ce chemin-là. Donc, il est possible que depuis la Terre, il y a une galaxie qu'on voit en double dans le ciel. On voit soit la lumière de cette galaxie venir par là, soit venir par là. Donc ça, c'est une prédiction qui date de 1936. Tiens, il doit y avoir de temps en temps dans le ciel des objets qui sont les mêmes, mais qu'on voit à 2 endroits différents. Et c'est exactement le même objet. On appelle ça une lentille gravitationnelle. Et bien ça a été vu pour la première fois en 1979. Ici, là, c'est 2 points. Si vous faites pas gaffe, vous allez vous dire, c'est 2 étoiles dans le ciel. Mais si vous regardez les propriétés de cette étoile et de celle-là, vous vous rendez compte que c'est exactement la même étoile. Elles ont le même spectre, tout pareil. Donc en fait, c'est 2 images de la même étoile, donc du même objet en arrière-plan. Ça veut dire qu'entre cette étoile-là et nous, il doit y avoir de la matière noire, donc j'ai un gros bloc blanc, il y a quelque chose massif qui a déformé les rayons lumineux. Et si je mesure l'angle qu'il y a entre les deux là, je peux même déterminer la masse qu'il y a entre moi et l'étoile.
C'est comme ça qu'on mesure la masse de la matière noire. Bon, on peut faire même un petit peu mieux, parce qu'au lieu d'avoir 2 chemins, il se peut tout à fait qu'il y ait plusieurs chemins. Et que, au lieu d'avoir 2 ponts, j'en ai 3, 4, voire même un train continu, ce qu'on appelle un arc gravitationnel. Et le premier arc gravitationnel a été détecté par Geneviève Segal, qui travaille aussi à l'ERA, encore en activité, en 1985. Vous voyez, c'est cet objet-là, ce trait-là. C'est en fait un seul et même objet qui a été déformé, l'image a été déformée par la présence de matière noire entre ça et nous, qui a déformé, dévié des rayons lumineux. Ça, c'est une image de 1985. Quand elle le sait, elle se dit, ça c'est un rapport avec la relativité générale, elle y pensait. Donc depuis, évidemment, cet arc gravitationnel a été réobservé plusieurs fois. Donc 10 ans après, vous voyez ce qu'on a obtenu, une image qui est quand même un peu meilleure. Et on voit ici un autre bout d'arc, là aussi un petit peu. Là, on voit que les choses se déforment un peu. Et la précision s'est encore améliorée. Donc aujourd'hui, on a une image qui est beaucoup plus précise ici, là. On voit que ça, c'est une galaxie qui a été complètement déformée par la lentille gravitationnelle, par la déformation des rayons lumineux. La galaxie, pour de vrai, elle n'est pas déformée comme ça. C'est une vraie galaxie normale, et c'est la lumière qui nous arrive, qui a pris des chemins divers et variés, et qui nous arrive dans plein de directions différentes, et ça apparaît déformé. La même chose que quand vous regardez un objet derrière un verre à pied, c'est plus déformé. Et des fois, vous avez des objets encore plus rigolos, quand vous avez vraiment un alignement presque parfait entre la source qui émet la lumière, la masse qui va déformer, et vous, donc ça c'est aligné, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un anneau d'Einstein. Et donc là, vous avez un exemple, vous avez ici, ça c'est un seul et même objet ponctuel qui est derrière, et qui a donné une image par cette lentille qui est là, qui est quasiment circulaire. On appelle presque l'anneau, il est presque complet là. Bon, alors, autre prédiction faite par Einstein, et cette prédiction a même été faite avant la construction finale de la relativité générale, qui est de 1915, ça a été fait en 1911. Et cette prédiction est fondamentale, extrêmement importante, c'est un rapport avec le temps. C'est le fait que le temps ne va pas s'écouler de la même façon selon le champ gravitationnel dans lequel on est. Et en fait, ça, on peut comprendre assez facilement avec les expériences de pensée d'Einstein. Rappelez-vous qu'un champ de gravité uniforme, donc moi, au repos là sur le sol, c'est exactement la même chose que s'il n'y avait pas la gravité, mais que j'étais dans une fusée accélérée. D'accord? Bon, on part de ça. Ça, c'est vraiment le principe équivalent d'Einstein. On peut remplacer un champ de pesanteur uniforme par une accélération. Je me suis débarrassé de la gravitation, j'ai juste mis l'accélération. Voilà. Bon, et imaginez-vous que vous avez 2 horloges, une horloge là, qui bat à un certain rythme, et une autre horloge ici en bas, qui bat au même rythme. C'est-à-dire, ces 2 horloges, vous avez construit ces 2 horloges exactement de la même façon, au même endroit, et puis après, il y en a une que vous avez montée, et une autre que vous avez laissée en bas. Mais c'est la même horloge que vous avez construite à la base, de la même façon. Bon. Eh bien, et vous mettez ces 2 horloges au repos l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si vous mesurez avec une grande règle la distance qui est entre les deux, c'est toujours la même. Donc elles ne sont pas en train de bouger l'une par rapport à l'autre, elles sont au repos l'une par rapport à l'autre dans un champ de pesanteur. Là, c'est une tour à Harvard. La première expérience a été faite en 1959 par Punderecka. Bon, alors, cette expérience-là, d'après Einstein, c'est exactement la même que si, au lieu d'avoir ces 2 horloges au repos dans le champ de pesanteur de la Terre, j'avais ces 2 horloges dans une fusée accélérée. Bon, mais maintenant, je peux faire le raisonnement facilement de mes 2 horloges dans une fusée accélérée. Si mes 2 horloges sont dans une fusée accélérée, ici, cette horloge, elle va émettre un rayonnement à une certaine fréquence. Le rayonnement va commencer à descendre. Mais comme la fusée est accélérée, ça veut dire qu'au moment où le rayonnement va être reçu par l'horloge du bas, puisqu'elle est accélérée, aura acquis de la vitesse par rapport à l'horloge du haut. Elle sera plus rapide que la vitesse qu'avait l'horloge qui émet la lumière, parce que la fusée est accélérée. Ça veut dire qu'il va y avoir un effet Doppler. Vous savez que quand vous vous rapprochez d'un rayonnement,
la fréquence que vous voyez est augmentée par effet Doppler. Hein, ou quand vous avez une source qui s'approche de vous, la fréquence que vous recevez est augmentée. Ça veut donc dire que la fréquence que vous allez recevoir ici sera en fait plus grande que la fréquence qui est émise. Tu vois, c'est l'effet Doppler. Mais Einstein dit quoi? Il dit que cet effet Doppler qui est valable dans une fusée accélérée, comme la fusée accélérée c'est exactement la même chose qu'un champ de pesanteur uniforme, ça doit aussi arriver dans le champ de pesanteur uniforme. Et là, il y a un mec qui bouge, on ne peut pas dire que c'est un effet Doppler. C'est donc ce qu'on appelle l'effet d'Einstein. Si ici la fréquence reçue est plus grande que la fréquence à laquelle je m'attends, c'est que le temps s'écoule plus lentement. Ça, c'est ce qu'a dit Einstein. Il dit, s'il y a cet effet-là, c'est que le temps doit s'écouler ici plus lentement pour que je vois une fréquence plus grande, c'est que moi je suis plus lent. D'accord? Bon, après on peut faire des calculs. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le temps ne s'écoule pas entre deux objets qui sont pas soumis au même champ gravitationnel. Donc on peut même calculer l'écart de temps ou l'écart de fréquence. Si on regarde ici une horloge qui est à une certaine fréquence, 1 Hz, en bas, le rayonnement que je vais recevoir, il ne sera pas à 1 Hz. Voilà. Bon, là, vous avez la formule, je ne vais pas forcément la discuter ici, qui vous donne l'écart de fréquence par rapport à la fréquence d'émission. Donc, c'est un produit de tout un tas de facteurs. Vous retrouvez ici la compacité de la Terre, Gm sur Rc2, et puis ici, le rapport entre la distance qu'il y a entre les deux horloges et le rayon de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est petit. Hein, typiquement, c'était 22 mètres divisé par 6400 km. Petit. Et puis en plus, la compacité de la Terre, on m'a dit que c'était petit, 10,9. Donc ça, c'est quelque chose de difficile à mesurer. Mais les horloges, on sait faire des horloges très précises. À l'époque, c'était pas des vraies horloges comme aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle des cristaux qui émettaient des raies grâce à un effet Moss-Bauer. La fréquence d'émission était très très bien définie. Donc vous pouvez l'utiliser comme une horloge. Voilà. Donc en 1959, ça a montré qu'il y avait encore quelques pourcents avec cette formule-là. Donc on a montré que le temps s'écoulait effectivement différemment, les champs gravitationnels différents. Cette expérience a été refaite de façon plus précise en 1976, en mettant cette fois non pas 22 mètres d'écart, mais 10 000 km. Donc on va mettre une horloge en bas et une horloge dans une fusée qui va monter très très loin. Et ensuite l'horloge va se reposer et on va comparer l'heure indiquée par les horloges. Il y a un décalage. On a testé la relativité générale à 0,02%. Aujourd'hui, cet effet-là, du fait que le temps ne s'écoule pas de la même façon selon le potentiel ou le champ gravitationnel dans lequel on est, c'est testé tous les jours dans le GPS. Hein, le GPS aujourd'hui ne pourrait pas marcher si on ne tenait pas compte de ces effets de relativité générale. D'ailleurs, dans notre docs, c'est que donc, le GPS, c'est une Terminator qui l'ont conçu. Quand ils l'ont fait, le premier satellite GPS, les chercheurs leur ont dit, mais attention, là, vos satellites GPS, ils sont à 20 000 km d'altitude. À 20 000 km d'altitude, le temps ne va pas battre de la même façon qu'au sol. Donc si vous mettez dans le satellite GPS la même horloge atomique que celle que vous gardez au sol et que vous faites vos triangulations, vous allez vous planter. Il faut absolument que l'horloge que vous mettez dans le satellite qui va décoller, qui va se retrouver en orbite à 20 000 km, soit déréglée au sol pour que quand elle sera à 20 000 km, elle soit de nouveau réglée. Ils n'étaient pas très certains de ça, les militaires, donc en fait, ils ont envoyé deux horloges. Une qui est exactement la même, de celle au sol, et l'autre qui est déréglée de l'écart de fréquence dont je vous ai parlé avant, en accord avec les lois de la physique. Et évidemment, c'est celle qui était déréglée au sol, qui s'est retrouvée bien réglée correctement en l'air. Hein. Donc ça, c'est très important, cet effet-là. C'est souvent l'effet qu'on prend pour dire que la relativité générale, c'est testé dans la vie quotidienne. Voilà, c'est le GPS. Il n'y a pas beaucoup d'autres applications, à part le GPS, hein, qui client de façon concrète que la relativité générale, ça marche. Bon, alors ce test, il va être amélioré en 2020, encore par une expérience qui est portée par le CNES, où là, ils vont mettre l'horloge atomique sur la Station Spatiale Internationale. Donc là, c'est que 400 km. C'est pas énorme. Mais en même temps, ça va pouvoir orbiter longtemps. Donc on va pouvoir mesurer pendant très longtemps le temps. Alors que là, avec les fusées de l'espérance de vaisseau, là, le fusée, elle monte, puis elle va à 10 000 km, ok, c'est fini, et après elle redescend.
Enfin, donc elle reste pas longtemps à l'eau. Allez, je passe à un autre effet. Je vois que traîne pas mal, mais c'est pas grave, on arrête un petit peu. C'est une prédiction qui date de 1964, qu'on appelle l'effet Chapiron. Quand vous avez ici un astre qui va émettre de la lumière, ou un émetteur qui fond, et puis un récepteur qui est ici, donc avec de la lumière qui va se propager de là à là. Alors là, j'ai fait un trait droit en tiré, mais vous vous rappelez qu'en fait, la lumière, elle va être un peu courbée. D'accord? Bon, eh bien, en fait, on peut montrer que cette lumière va subir un retard temporel. C'est-à-dire qu'elle va se propager à une vitesse qui n'est pas, si je veux le dire comme ça, exactement la vitesse de la lumière. C'est-à-dire par rapport à la distance qu'elle parcourt. Déjà, elle parcourt une distance qui est plus grande que la ligne droite parce que c'est un peu courbe. Mais en plus de ça, elle va ralentir en traversant une zone où il y a de la courbure. C'est comme si elle déroulait son scotch plus lentement quand il y a de la courbure. C'est ce qu'on appelle l'effet Chapiron. On peut calculer, on peut importer la formule, mais ce retard temporel, et ce retard a été mesuré, donc il y a de l'ordre de quelques centaines de microsecondes, a été mesuré lorsqu'il y avait des conjonctions entre la Terre, le Soleil et Mars. Donc là, l'idée c'était d'envoyer, de façon mettre la patate, d'envoyer un rayonnement de la Terre vers Mars. Il y a une partie qui est réfléchie par Mars, qui repart dans toutes les directions, il y a une toute petite fraction qui revient. On envoie un énorme pulse électromagnétique sur Mars, et on regarde ce qui nous revient, un chronomètre, en combien de temps ça nous revient. Il faut être très précis parce qu'il y a très très peu de photons qui nous reviennent, il y en a quand même un petit peu. Ça rebondit sur Mars et ça revient. Mais on a mesuré que, au fur et à mesure, plus je me rapproche plus le rayon lumineux se rapproche du bord du Soleil, et plus j'ai un retard qui va augmenter. Le retard il est maximum quand je suis avant le Soleil. Après ça décroît. Les points, c'est les observables, et la droite ici, c'est la prédiction de la relativité générale. Ça colle parfaitement. Cet effet a été remesuré plus précisément en 2003 par la sonde Cassini, qui a donc envoyé. La sonde Cassini, c'est une sonde qui allait explorer Saturne. Donc elle a mis, je ne sais plus, 3 ans, je crois, pour aller tranquillement de la Terre vers Saturne. Et pendant toute cette période de croisière, elle a fait plein d'expériences de physique fondamentale. Des expériences pour tenter de mesurer les ondes gravitationnelles, elle n'a rien vu, mais aussi des expériences pour tester cet effet Chapiron. Donc là, ça a envoyé un signal vers la Terre. Ça chronomètre. Tiens, je t'envoie un signal. Je sais à quelle distance je suis. Quand est-ce que tu le reçois? Et on regarde si on le reçoit au bon moment ou s'il y a ce décalage de l'effet Chapiron. Et en fait, là, il y a une courbe qui représente non pas l'écart temporel que je vous ai montré ici, parce que mesurer un temps, c'est pas bien. Le mieux, c'est de mesurer une fréquence, parce qu'on a des horloges très précises. Donc en fait, on va mesurer la dérivée de cette courbe. Et la dérivée de cette courbe, c'est en fait la fréquence. La dérivée du TLR, c'est la fréquence, c'est une courbe qui fait comme ça. Voilà. Et là, vous avez la courbe qui est la prédiction théorique, sans aucun paramètre ajustable, et puis les points expérimentaux qui s'alignent parfaitement bien sur cette courbe-là, de la sonde Cassini. Et ça, c'est en fait le meilleur test de la relativité générale à l'heure d'aujourd'hui. La relativité générale est listée à 2,5 près, grâce à la mesure de cet effet Chapiron et à la sonde Cassini. Il n'y a pas de test plus fin que ça. Il y a des théories où on teste à 10-12, comme la mécanique quantique, et la relativité générale est testée à 10-5. Quand même déjà. Alors je vais terminer juste en vous parlant, peut-être pas trop longtemps, de la dernière prédiction qui avait fait initialement la relativité générale. C'est ces ondes gravitationnelles que j'ai commencé à mentionner tout à l'heure. Donc c'est une prédiction qui date de 1916, et en fait ça a été confirmé en 2016. Pile 100 ans. C'est un coup de bol monstrueux. Donc on va en parler rapidement. Vous avez déjà eu le droit à l'exposé il y a un an ou deux là-dessus, donc vous allez un petit peu plus vite. Donc ça a été publié dans le revue avec Physica Calculator, découverte le 14 septembre 2005, publié en 2016. Depuis, il y a eu plein d'autres détections pour une gravitationnelle, peut-être vous en avez entendu parler, dont en particulier une qui est assez importante, et je vais revenir un tout petit peu dessus, qui a eu lieu en août 2017,
Elle est importante parce qu'on a détecté à la fois une onde gravitationnelle et un signal électromagnétique qui arrive en même temps. Ouais. Alors que dans cet événement-là, dont je vais parler brièvement, on a détecté l'onde gravitationnelle, mais c'est tout. Quand on a regardé dans le ciel, on n'a rien vu d'autre. On n'a pas vu de lumière parvenir, ou de neutrons, ou de tout ce qu'on veut. Rien, de neutrinos, rien du tout. Juste un signal gravitationnel. Juste une petite déformation de l'espace-temps. Alors ça a venu un peu en 2017 à ces 3 personnes. Alors, revenons sur cette notion gravitationnelle. Donc, il y a une analogie assez importante avec le rayonnement électromagnétique, le rayonnement d'une antenne. Qu'est-ce que vous avez dans une antenne, là, comme l'antenne radio, là, quand elle est en mode émission? Vous avez en fait des électrons que vous allez accélérer en mettant un courant variable. Donc l'électron, il va faire ça. Et une particule chargée qui est accélérée rayonne. Voilà, c'est une propriété, et c'était découvert par Pierre en 1887. Bon, dans l'intérêt de la relativité générale, vous avez la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit une particule chargée qui est accélérée, ce qu'il faut, c'est une masse accélérée. Alors, c'est pas facile d'accélérer une masse. Quand vous avez une étoile, vous avez un astre, je sais pas, un trou noir, ou une étoile neutrone, vous ne pouvez pas avoir une longue qui la prend et qui la secoue pour l'accélérer. Donc, en fait, la façon la plus efficace d'accélérer les masses en univers, c'est qu'en fait, il y a 2 masses et qu'elles courent l'une par rapport à l'autre. Comme ça, elles s'auto-accélèrent. Elles vont tourner l'une par rapport à l'autre, elles vont accélérer naturellement, juste par l'interaction gravitationnelle. Et là, vous allez avoir émission de ces ondes gravitationnelles. Rappelez-vous qu'au voisinage de chaque objet massif, vous avez une courbure. Les objets se déplaçant déplacent la courbure avec eux, et en plus, si elles sont accélérées, elles envoient des vagues de courbure. Voilà, c'est ça, ces ondes gravitationnelles. Alors, quel est l'effet de ces ondes et comment est-ce qu'on peut les détecter? On va passer ça. Et en fait, c'est facile. Quand vous avez une onde gravitationnelle qui arrive, on va supposer, pour simplifier, qu'elle va arriver perpendiculairement à moi. D'accord? Cette onde va être caractérisée par une amplitude. On l'appelle toujours petit h. Voilà. Que va faire cette onde gravitationnelle? Eh bien, elle va avoir un mouvement. Donc c'est une onde, donc elle va avoir un mouvement périodique. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va allonger les dimensions dans une direction et les contracter dans la direction perpendiculaire, et ça de façon périodique. C'est-à-dire que si je schématise, quand une onde gravitationnelle me traverse, ce que ça fait, c'est ça. Je suis plus grand et plus mince, c'est bien. Et après, je suis plus petit et plus trapu. Plus grand, plus mince, plus petit, plus trapu, plus grand, plus mince, etc. Et ça de façon périodique. Maintenant, donc, si je symbolise ce qui se passe ici, si vous prenez plusieurs points ici, qui sont libres de se déplacer, et bien quand l'onde gravitationnelle passe, ben, ça fait ça. Ça étire, ça contracte, ça étire, ça contracte de façon périodique, tout c'est une onde, donc c'est périodique. Et quelle est l'amplitude de variation de la direction de la taille? Eh bien, ce sera relié à l'amplitude de cette onde gravitationnelle. Si l'amplitude de l'onde gravitationnelle c'est 0,1, ça veut dire que ma taille va varier de 10%. Si c'est 0,2, 20%. Si c'est 0,5, 50%. D'accord? Bon. Évidemment, vous sentez bien que vous n'êtes pas traversé par des ondes gravitationnelles en une amplitude de 20%. Votre taille, vous ne la voyez pas varier de 20%. Alors, si on essaie de regarder, on va passer un petit peu les équations ici, quelle est l'amplitude d'une onde gravitationnelle qu'on peut créer? En fait, c'est un produit de 3 termes qui sont tous très petits devant 1. Le premier, c'est la compacité de l'objet qui va créer l'onde gravitationnelle. La compacité, rappelez-vous même pour le Soleil, c'est assez massif, c'est 10-6. Après, vous avez un facteur qui est fait sur c au carré. La vitesse à laquelle l'objet se déplace par rapport à la vitesse de la lumière. S'il n'est pas relativiste, ça va être tout petit. Et ensuite, vous avez un autre facteur ici qui est très petit devant 1, c'est la taille de l'objet divisé par la distance à laquelle vous êtes de cet objet. Ça, c'est vraiment tout petit. Si l'objet, c'est une étoile, vous êtes à des années-lumière de l'étoile, donc ça, c'est vraiment un facteur qui est tout petit. Donc, dans le cas le plus optimiste, supposons que, donc j'oublie la question, c'est est-ce qu'on peut créer une onde gravitationnelle dans le laboratoire? Même si vous prenez quelque chose de 500 tonnes, vous le faites tourner à 500 Hz et vous êtes à 1 mètre, ça vous fait un H qui est 10^34, c'est plus petit. Je pense que jamais on créera donc gravitationnel avec des instruments.
de laboratoire. Donc, par contre, vous avez des objets très massifs dans l'univers. On peut les utiliser pour créer des ondes gravitationnelles. Donc, si vous prenez deux trous noirs, donc ces objets sont très massifs, une masse et un rayon, une masse grande dans un rayon qui est tout petit, donc ça fait une contraste qui est 1, enfin 1,5. Et que vous les prenez, allez pas trop loin, donc 10 mégaparsec, c'est déjà pas loin, ça vous fait un H qui est 10-20. Donc dans un cas optimiste, ça veut dire que l'amplitude de l'onde gravitationnelle, en gros, ça va être 10-20 ou plus petit. Ça veut dire que si vous avez un objet fermeur et que l'onde passe, la taille de cet objet, ça va varier de 10-20 mètres, 0,190 mètres. Donc si je ramène ça à la distance Terre-Soleil, c'est comme si je voulais mesurer ce H, il fallait mesurer la distance entre la Terre et le Soleil à la taille d'un atome près. Donc ça paraît impossible. Quand Einstein a découvert les ondes gravitationnelles, personne ne pensait qu'un jour on allait les détecter. Pourtant, il y a des gens qui se sont lancés dans l'aventure dans les années 60. Et puis ensuite, dans les années 80-90, se sont développés des nouveaux détecteurs. Je ne vais pas parler des fonctionnements. Ils sont des détecteurs qu'on appelle des détecteurs interférométriques, qui vont utiliser la lumière qui se propage dans deux directions perpendiculaires. Pourquoi deux directions perpendiculaires? Pour exploiter les faits que quand il y a un allongement dans une direction, il y a une contraction dans la direction perpendiculaire. Et ensuite, en faisant ce qu'on appelle des interférences, on va pouvoir mesurer s'il y a une onde gravitationnelle qui passe à travers ces détecteurs-là. Donc, ils sont très grands, plusieurs kilomètres. Pourquoi est-ce qu'on augmente la taille? Parce que H, c'est delta L sur L. Donc, delta L, que vous cherchez à mesurer, c'est H fois grand L. Donc, pour un H de V, il vous faut le L le plus grand. À la limite, si on pouvait faire 1 million de kilomètres, on le ferait. Et il y a des projets qui veulent faire 1 million de kilomètres, voire 5 millions de kilomètres dans l'espace. Ça s'appelle ELISA. Bon, alors, je vais fatiguer. Allez, je vous propose simplement, là, avant de terminer, de vous parler de l'événement que je vous ai mentionné, l'événement important, les détections d'ondes gravitationnelles, qui a eu lieu donc en août 2017. Cette fois, c'est pas deux trous noirs. Les premiers événements qu'on a vus, les 6 premiers, c'était deux trous noirs qui fusionnaient. Et puis, celui qui a été détecté en 2017, c'est deux étoiles à neutrons, qui sont des objets très denses, constitués de neutrons qui sont en contact les uns les autres, qui ont fusionné. Ça a émis une bouffée d'ondes gravitationnelles, mais en même temps, ça a émis une bouffée de lumière, de photons. Alors que quand il y a deux trous noirs qui fusionnent, ça n'émet rien comme lumière. Ça émet juste ces vagues d'ondes gravitationnelles qu'on peut détecter avec ces instruments très précis. Mais par contre, il n'y a aucune lumière qui est émise. Rien. Là, ça émet la lumière. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la lumière a été reçue simplement 1,7 secondes après le signal de l'onde gravitationnelle. Parce que dès qu'on reçoit une onde gravitationnelle, tac, on mesure le temps. Et ensuite, il y a des satellites, enfin des observateurs au sol dans l'espace, qui vont aussi observer le ciel et qui vont mesurer l'arrivée d'éventuelles lumières. Et donc là, il y a un satellite qui s'appelle Fermi, qui a détecté dans la bonne zone une bouffée de photons gamma, qu'on appelle les gamma ray bursts, 1,7 secondes après la détection des ondes gravitationnelles. Donc ça veut dire, il faut savoir que là, ça s'est propagé pendant des millions d'années, que le décalage, vous voyez, c'est que 1,7 secondes sur plusieurs centaines de millions d'années. Ça veut dire que l'onde gravitationnelle se propage à la même vitesse que l'onde électromagnétique. Et ça, c'était une découverte assez exceptionnelle, puisque tous les théoriciens qui essayaient d'inventer des nouvelles théories pour changer la relativité générale, et bien toutes leurs théories, ou la plupart, on va dire 80% des théories, produisaient comme effet naturel que les ondes gravitationnelles devaient se déplacer à une vitesse différente de la lumière. Donc, à partir du 17 août 2017, la plupart des théories ont été tuées. Et ça, c'est quelque chose qui était inattendu. Il y a eu des séminaires où les théoriciens se sont sentis tout de suite dépossédés de leur propre petit modèle sur lesquels ils travaillaient depuis 20 ans. Ça n'existe pas. Je savais qu'une mesure. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je cours dans mes conclusions. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la relativité générale, c'est une nouvelle façon de penser l'interaction gravitationnelle. Rappelez-vous, il n'y a pas de force. Vous sortez avec ça, c'est pas de force. J'interagis localement avec la courbure. La courbure. La gravitation, c'est de la géométrie. C'est pas une force à distance.
Bon, c'est une théorie qui est très bien testée sur beaucoup d'échelles. L'échelle du laboratoire, l'expérience de poule des reptiles, mais aussi l'expérience à plus grande échelle, comme dans le système solaire avec l'évolution de Cassini, mais également à l'échelle cosmologique. On pourra en parler si vous avez des questions. Les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à l'univers, puisque détecter une onde gravitationnelle, c'est quelque chose qui n'est pas du même sens que détecter des photons. Avant, les premières détections, la seule information qu'on avait de l'univers, c'était la lumière qui nous arrive, ou alors des particules type neutrinos. Et bien là, c'est comme si on avait un cinquième sens. On va pouvoir détecter la structure de l'espace qui vibre. C'est ça qu'on a détecté. Voilà. Donc ça va nous donner des informations très importantes, et probablement que ce qui nous attend le plus, c'est l'inattendu. Peut-être des découvertes exceptionnelles peut-être dans les champs qui viennent, hein, parce que maintenant, tous les détecteurs, enfin les principaux, il y en a deux aux États-Unis et un en Italie, fonctionnent ensemble. Donc on est dans la période où il peut y avoir des découvertes importantes. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, merci. Vous êtes présentation. Depuis de très bonnes années que je lis, j'entends, je fais des conférences sur la relativité générale, sur la relativité newtonienne. Il y a une chose que je jamais réussi à comprendre, mais j'ai posé des questions à des scientifiques qui ne m'ont pas répondu. Je n'ai pas compris la réponse. À savoir qu'en relativité générale, il n'y a pas de force. C'est entendu, c'est vérifié. En revanche, en relativité newtonienne, il y a une force que l'on n'explique pas, mais que l'on constate. Alors, comment concilier le fait que la Lune, on a un exemple proche, on peut dire, que la Lune se déplace selon une géodésique, il n'y a pas de force, et comment concilier ça avec l'effet de marée? Alors, les effets de marée sur Terre? Oui. Il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez le réconcilier avec les effets de marée. Les effets de marée sont liés, je vais prendre les effets de marée exercés par la Lune sur la Terre, c'est ça? J'enlève le soleil? Ouais. Les effets de marée proviennent, les effets de marée sur Terre, proviennent du fait que la Terre est un objet qui est étendu. Si la Terre était un objet ponctuel, il n'y aurait pas d'effet de marée. Donc, tout ce que je vous ai raconté, c'est avec des objets ponctuels. Alors, moi, je vous ai dit la masse grand M, en fait, on peut la relier à un point, la masse petit m, c'est un point. Bon, maintenant, si on rentre dans l'implication que l'objet Terre est un objet étendu, ce qu'il faut voir, c'est que la Terre est un objet rigide. C'est-à-dire que cet atome-là, il est relié à cet atome-là par des interactions électromagnétiques là, sur le sol. Mais cet atome-là, ici, il ne suit pas, il ne voudrait pas suivre la même géodésique que cet atome-là. Parce qu'il n'est pas exactement au même endroit, il n'y a pas exactement la même courbure. La courbure créée par la Lune, si vous voulez. Mais je le force quand même à suivre une géodésique commune parce qu'il y a cette force non gravitationnelle en plus. C'est ça qui va faire les forces de marée. Si mes particules étaient libres de se déplacer, pas de problème. Mais là, elles sont en plus reliées par une interaction non gravitationnelle qui assure la structure de la Terre, l'objet étendu. Les effets de marée ne sont pas du tout contradictoires avec la relativité générale. Pas du tout. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu, on pourra en discuter après si vous voulez. J'ai jamais réussi à comprendre. On prendra 2 minutes, je vous ferai des dessins en presse. Ouais, je suis malade. Volontiers. L'être ou l'être qui doit être lancé dans l'espace avait été arrêté, je crois, avant les premières gravitationnelles. Maintenant, où est le projet qui a été repris Alors, vous parlez de ELISA. Ouais, alors il va partir. Alors, il reste encore en compétition pour partir en 2034. Il y a 2 missions spatiales qui sont soumises à l'Agence spatiale européenne. Je crois que ça n'a pas encore été choisi parmi ces 2-là. Mais vu qu'il y a eu la détection des ondes gravitationnelles par les détecteurs terrestres, il est très probable que ELISA devienne prioritaire.
puisque ELISA ne va pas détecter exactement les mêmes événements que ceux qui ont été détectés là sur Terre. Ça détecte dans ce qu'on appelle une plage de fréquence qui est différente, donc ça va voir d'autres choses. Donc c'est très important de faire ELISA, surtout que maintenant on a fait des ondes gravitationnelles. Parce qu'avant il y avait toujours des grincheux pour dire oui mais on ne les détectera jamais, mais c'est pas la peine de faire ELISA quand on n'a encore rien vu au sol. Donc là on l'a vu au sol, donc ça veut dire que d'une part ça existe, on sait les détecter, et donc maintenant ça va être un projet très intéressant d'aller dans l'espace, avoir une taille plus grande ça veut dire voir à des fréquences plus basses, ça veut dire voir des événements qui sont plus lents. Parce qu'actuellement là ce qu'on voit, c'est vraiment la fin de vie. Hein, par exemple, quand je vous ai dit qu'on détectait la coalescence de deux trous noirs, c'est vraiment les 100 dernières millisecondes, alors que le système binaire a vécu des millions d'années, centaines de millions d'années, on voit juste le clap de fin. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe avant que ça meure. Entre guillemets, hein, parce que deux trous noirs, ça meurt jamais, ça forme un autre trou noir. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Pareil pour les trous noirs. Donc voilà, ELISA va être intéressant pour ça, et aussi pour une autre raison, c'est que ça va détecter ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, peut-être, hein, les ondes gravitationnelles reliques, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles qui ont été créées au tout début de l'univers, à une époque où il n'y a rien, à une époque où c'est le seul signal qu'on pourrait aller chercher. Il n'y avait pas de photons, à cette époque-là, 10-30 secondes, pas de photons, pas d'atomes, etc. Donc la seule façon d'avoir de l'information sur ce qui s'est passé au niveau de l'inflation, juste après le début de l'univers, c'est d'aller détecter ces ondes gravitationnelles dites reliques. Voilà. La relativité générale est très bien testée au niveau cosmologique. Elle est très bien testée au niveau du système solaire. Est-ce qu'on peut envisager un moyen de le tester à des très petites échelles? Alors, la relativité générale est très bien testée à l'échelle du système solaire. Vous avez dit qu'elle est très bien testée à l'échelle cosmologique. Je ne dirais pas ça, moi. La relativité générale marche à l'échelle cosmologique, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas testée à 10-5. On peut la modifier même très fortement. D'ailleurs, je vous rappelle qu'avant 1998, on n'avait pas découvert la constante cosmologique. Du moins, on pensait qu'elle était égale à 0. Donc avant 98, on avait une image de l'univers. J'aurais pu vous faire le même séminaire en 1997. Et je vous aurais dit, ah, on est en accord avec la cosmologie. Et boum, 1998, on découvre que l'univers est en expansion accélérée. C'est-à-dire que là, si j'essaie de l'interpréter en termes de force effective de Newton, c'est comme si la force était répulsive à grande échelle. Donc ceux qui vous disaient qu'on avait tout compris à la cosmologie en 97, en 98, ils ont juste changé un signe. Donc moi, je ne vous dis pas que la relativité générale est en accord parfait avec la cosmologie. Hein. D'accord ? Bon, après, si on veut tester la relativité générale à toute petite échelle, ça devient très dur. Pour une raison très simple, c'est que quand vous commencez à rapprocher des objets, pour tester par exemple la force d'interaction gravitationnelle entre ces deux objets, vous allez très vite être contaminé par des effets non gravitationnels. Hein, la force de gravitation, elle est intrinsèquement très faible par rapport à la force électromagnétique. Donc, en fait, dès que vous allez commencer à vous rapprocher, vous allez avoir des effets électromagnétiques qui vont venir vous polluer vos mesures. Et donc, typiquement, ça c'est peut-être vous ne le savez pas, mais en dessous de 10 micromètres, on ne sait même pas si la loi de Newton en 1 sur R2 elle est vraie. Il se peut tout à fait que sur des échelles plus petites que 10 micromètres, 10 micromètres, je ne suis pas en train de vous parler de juste moins 15 mètres, 10 micromètres, le petit, peut-être que la loi de Newton, elle peut être modifiée de 100%, on ne le sait pas. Pourquoi ? Parce que quand on fait des expériences entre deux objets qui sont plus proches que 10 micromètres, il y a une force qui devient très importante, qu'on appelle la force de Casimir, et qui vient masquer complètement la force gravitationnelle qu'on essaierait de mesurer. Dans les expériences type Cavendish, pour mesurer la force en 1 sur R2 entre deux objets. Donc, c'est pas en regardant à petite échelle qu'on a un espoir d'aller mesurer de façon précise la relativité générale. Vaut mieux aller aux grandes échelles, parce qu'aux grandes échelles, les objets sont neutres, naturellement, et donc il n'y a que la force gravitationnelle qui agit, on peut la voir à l'œuvre. Bien, j'ai bien aimé ton exposé, et ce coup-là, il me semble que tu as fait un choix pédagogique au tout début, que moi je n'aurais pas fait. Peut-être que, probablement que j'aurais eu tort, et la question est la suivante. Comment c'est-il que tu n'es pas mentionné à aucun moment, est-ce volontaire, la différence entre la masse linéaire et la masse zéro? Alors, ça va une possible question relevée. Alors, du coup, je vais parler de masse linéaire, masse zéro.
C'est une minute. Ici, cet objet-là, m fois v, c'est le m, c'est la masse inerte. C'est un concept de masse. Et là, quand Newton pose cette loi-là, a priori, les objets qui interviennent là, de masse, peuvent être des masses qui n'ont rien à voir avec cette masse ici. C'est deux choses, a priori, différentes. Donc on va l'appeler la masse grave. Bon. Mais en fait, cette universalité de la chute des corps était déjà connue de Newton. Donc, à un moment ici, il devrait mettre MI, là je devrais mettre MG. Là, moi j'allais simplifier la masse, mais en fait, je ne devrais pas les simplifier, je devrais laisser le rapport L grave, la masse grave, divisé par la masse inerte. Ce qu'on a mesuré, c'est que le rapport masse grave sur masse inerte, il est constant, avec une très très bonne précision. Donc comme il est constant, ce rapport, eh bien, on peut le choisir égal à 1. Voilà. Donc, je pense que le débat sur masse inerte et masse grave, j'ai pensé que ça polluait un petit peu mon discours ici. Voilà. Quand j'ai dit que, alors peut-être que j'ai oublié de dire, c'est que la relativité générale, vu que c'est une théorie de la géométrie, eh bien, naturellement, ça préservait l'uniformité ou l'universalité de la chute des corps. Puisque comme c'est que de la gravitation, ça se fout de la masse. Tout de suite. Alors que dans Newton, il faut faire une hypothèse pour que la masse disparaisse. Il faut faire l'hypothèse que la masse grave est égale à la masse inerte. Donc c'est vrai que Einstein, de ce point de vue-là, est plus simple. Il n'y a qu'un concept de masse dans Einstein. Il n'y a pas de masse grave ou de masse inerte chez Einstein. Il n'y a que la masse. Un concept de masse. Et vous êtes passé encore plus exposé. Une question de curiosité, les 1,7 secondes entre la zone gravitationnelle et les zones lumineuses, la différence, Alors, les zones gravitationnelles, je ne vais pas parler de lumière. C'est très très simple de retarder la lumière. Très très simple. Vous mettez un milieu, même s'il est très très peu dense, très dilué, c'est un milieu qui va avoir un indice effectif. Et donc la vitesse de la lumière, ça va être, dans ce milieu, ça va être c divisé par l'indice. Donc c'est jamais égal parfaitement à c. Donc entre l'événement qui a eu lieu et là, ça a traversé des zones où c'était pas le vide absolu. Et donc du coup la lumière, elle a pris un petit retard. C'est normal. Si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été violent. Si on avait eu la lumière avant les ondes gravitationnelles, alors là, on aurait dit, il n'y a pas Quand j'étais à l'école, on nous avait parlé de l'expérience des jumeaux de Langevin. On nous parlait du temps qui s'écoule pas de la même manière. Ça a un rapport avec ce que vous avez expliqué sur les horloges qui... Oui. On ne mesure pas le temps de la même manière. Oui, ça a tout à fait un rapport, sauf que pour le paradoxe des jumeaux de Langevin, on n'est pas obligé d'invoquer la gravitation. C'est-à-dire que le paradoxe des jumeaux de Langevin existe en relativité restreinte, même si vous n'avez pas de gravitation. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller me promener dans une zone où le champ gravitationnel est différent pour aller explorer que le temps va s'écouler différemment. Même si je me déplace, je vais aussi sans gravitation. En l'absence de gravitation, vous prenez deux jumeaux, un qui va être accéléré dans une fusée, puis décéléré, puis réaccéléré et qui va revenir. Il n'a jamais été en interaction gravitationnelle avec un astre, on suppose qu'on est dans le vide, eh bien, il y aura quand même un décalage de l'âge des deux jumeaux. D'accord? Donc, le paradoxe des jumeaux de Langevin, qui n'est pas un paradoxe, ça existe aussi en relativité. Ça existe en relativité restreinte. La relativité générale, c'est juste une généralisation de cette chose-là. Donc, pour ceux qui ont vu le film Gravity, non pas Gravity, Interstellar, à un moment, ils sont en orbite autour du étoile à neutrons, et puis il y a une des personnes qui descend. Alors, je ne sais plus si c'est une étoile à neutrons ou un autre objet qui est compact. Il descend juste quelques instants, et ensuite il remonte, et quand il remonte, il y a un décalage de plusieurs années avec ceux qui sont restés en orbite. Donc ça, on peut dire que c'est aussi comme un effet des jumeaux, sauf que celui-là, il est créé par le champ gravitationnel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, sans gravitation, juste en étant accéléré, deux observateurs accélérés l'un par rapport à l'autre, en l'absence de gravitation, c'est-à-dire pas de contenu en matière en univers, il y aurait aussi cet effet de décalage du temps, parce que c'est codé dans la relativité restreinte, déjà. Mais dans la relativité générale, il y aura plus un effet que quand je suis dans un champ gravitationnel intense, le temps s'écoule plus lentement. Voilà. Et quand je dis que le temps s'écoule plus lentement, il faut surtout pas que vous ayez
l'image que vous vous en rendez compte. Vous vous en rendez pas compte. Vous êtes pas en train de parler doucement. Vous vivez votre vie normalement. Vous n'avez aucun moyen de savoir que pour vous, le temps s'écoule différemment d'un autre, sauf si vous revenez en coïncidence avec cette personne. Et que là, vous vous rendez compte qu'il y a un décalage de l'âge. D'accord? Peut-être serait-il judicieux de dire que dans le GPS, il y a une correction de relativité restreinte en accord avec ce qui a été dit après les jumeaux d'Angers. Tout à fait. Quand on tient compte des effets là dans le GPS, il y a deux contributions. Il y a celle de la relativité restreinte, si vous voulez, c'est comme les jumeaux de Langevin, et celle de la relativité générale. D'ailleurs, elles n'ont pas forcément le même signe. Selon l'altitude du satellite, les deux contributions peuvent être de signes opposés, et elles sont à peu près du même ordre de grandeur pour le GPS et son altitude, et les deux contribuent. Il me semble que vous pourriez commencer à parler de Galileo comme. Ouais. Galileo, GPS européen, mais avec des horloges atomiques américaines. Si je me permets, vous venez d'aborder la question que je voulais poser, à savoir que dans le GPS, on a un effet de relativité restreinte à 20 000 km et à 8 ou 9 km secondes. Et ça se comprend. Enfin, là, il faut faire un calcul parce que ça se compense pas. Je ne vois pas pourquoi ça se compenserait d'ailleurs. Il y a une altitude qu'on peut calculer pour laquelle les deux effets se compensent. Oui, c'est une question de vitesse, mais vous savez, l'altitude, si je me mets à une altitude donnée, je peux calculer la vitesse. Oui. V, c'est racine de G sur L. Donc il y a une altitude magique pour laquelle les deux effets se compensent. Oui, mais à peine 4000 km qu'il a la hauteur, l'effet de la relativité restreinte, effectivement, est opposé à celui de la relativité générale, mais il est 6 fois plus faible. Bon, 6 fois, pour moi, ça veut dire même en 2 grandeurs. Facteur 10. Finalement, vous avez un retard de plus 1 et une avance de moins 6. Ça fait une avance de moins 5. Voilà. Aux altitudes considérées, 24 000 km. Oui. Et moi j'avais un problème avec les référentiels. Quand j'étais petit, j'avais un gyroscope qui était fixe quand la Terre tourne, mais j'ai jamais compris par rapport à quoi il était fixe. Et quand on mesure la vitesse de la lumière, qu'on dit que la vitesse de la lumière est constante, c'est-à-dire que si on émet de la lumière à partir d'un objet qui se déplace, elle ira toujours à la même vitesse, c'est la même vitesse par rapport à quoi? Alors, ça c'est une bonne question. Donc, quand on mesure en fait, la vitesse de la lumière, donc, si vous voulez la mesurer, vous allez prendre une règle et définir un trajet de 1 mètre. Donc, un point de départ, un point d'arrivée. Et puis, vous avez des chronomètres très performants. Donc, vous allez déclencher ici un pulse de lumière, boum, et vous allez arriver quand est-ce qu'il a parcouru 1 mètre. Voilà. Et la vitesse de la lumière, ça va être la distance 1 mètre divisé par le temps que ça met. Voilà comment, de façon opérationnelle, je mesure la vitesse de la lumière. Je suis un observateur, donc je définis à moi tout seul, avec mes instruments de mesure, ce qu'on appelle un référentiel. J'ai un protocole expérimental très clair pour mesurer la vitesse de la lumière. Et bien ça, quel que soit votre état de mouvement, même si vous êtes d'ailleurs en rotation, vous allez toujours mesurer C. Toujours, toujours, toujours. Même si vous vous déplacez, même si vous êtes accéléré, même si vous êtes dans un champ de pesanteur important, pas important, même si vous tournez, si vous faites le protocole que je viens de vous dire, vous prenez une règle qui fait 1 mètre, vous avez des super chronomètres, vous déclenchez, vous mesurez quand ça arrive, vous allez toujours mesurer C. C'est en ça qu'on veut dire que la vitesse de la lumière, c'est une constante. Et d'ailleurs, puisque c'est une constante, il faudrait en fait ne pas forcément l'appeler vitesse de la lumière, il faudrait même la poser égale à 1 et dire qu'on mesure des temps comme des longueurs. Ça, ce serait, si on veut tout la logique de la relativité restreinte, C n'est pas la vitesse de quelque chose, en fait. C est beaucoup plus profond que ça. Alors ensuite, votre gyroscope. Votre gyroscope qui garde une direction constante. Par rapport à quoi ça garde une direction constante? Ça, c'est des bonnes questions qui ont taraudé Einstein. C'est lié à ce qu'on appelle le principe de Mach. Le principe de Mach, c'est justement essayer de répondre à cette question-là. En fait, ce qui va définir, donc en fait, l'inertie d'un corps, donc là, par exemple, la direction constante qui est conservée, c'est par rapport à la distribution de masse partout dans l'univers. C'est ça qui va vous définir, si vous voulez, votre... J'ai pas envie de parler de référentiel absolu, ça n'existe pas.
mais d'espèce de référence. D'accord, donc en gros, ça serait le centre de gravité de l'univers, entre guillemets, Par rapport à la distribution, effectivement, de masse. Oui. Donc, principalement de matière noire. Ok, donc si je suis, en revenant sur la vitesse de la lumière, si je suis dans une fusée théorique qui volerait à 0,99 de la vitesse de la lumière, et que j'émets de la lumière dans cette fusée, elle verra... Tout à fait, à la vitesse de la lumière. Elle va filer devant vous, très vite. D'accord. Donc je peux toujours éclairer, il n'y a pas un moment où je vais rattraper mes photons. Aucun problème. C'était les interrogations d'Einstein pour la relativité restreinte. Il disait, mais si je vais très vite et que j'ai un miroir, est-ce que je vais me voir dans le miroir? Finalement, si je vais à la même vitesse que la vitesse de la lumière, est-ce que le photon va pouvoir aller taper le miroir et me voir bien? Pas de problème. Ça va à la vitesse de la lumière. Pour vous, ça ne fera strictement aucune différence que vous vous déplaciez à 0,99999 fois la vitesse de la lumière ou que vous soyez, soi-disant, en repos. D'accord, ça veut dire que l'effet Doppler, si je suis toujours dans cette fusée qui va quasiment à la vitesse de la lumière, l'effet Doppler que je vais avoir sur les objets de l'extérieur, c'est-à-dire les étoiles de vent qui vont dévier largement vers l'ultraviolet puis derrière vers l'infrarouge, ça ne se produira pas dans la fusée. Comment ça se produira dans la fusée? Ben, à l'intérieur. Si la lumière que vous êtes dans la fusée, vous vous déplacez vers une étoile. Oui. Ben, vous allez la voir plus bleue que ce qu'elle est. Voilà, pour ce qui est à l'extérieur, mais pour ce qui est dans la fusée. Ce qui avance. Si moi je regarde une lampe qui est devant moi dans la fusée. Ah oui, si la lampe se déplace avec vous dans la fusée, ah non, là vous la verrez normale. D'accord, là j'aurais pas d'effet sur ça. Parce que pour moi c'était celle-là. Si elle est constante, je suis proche de la vitesse. Non, vous la verrez normale. Ok. Je vais chercher une fois, tape d'abord là, et il y a sur le mur du son de la lumière. Je voulais savoir pourquoi l'eau de la personne se déplace à la vitesse de la lumière. Ouais, alors c'est une bonne question. Bon, réponse un peu méchante, c'est les équations qui le disent. Si on veut quand on résout les équations d'Einstein, bon, on tombe sur une équation de type onde, une équation de D'Alembert, la même que celle des ondes électromagnétiques. Et il y a toujours ce facteur C. Alors, bon, ça, je suis d'accord, c'est pas une réponse qui est très convaincante parce que c'est comme si je potais en bouche. Mais en fait, la réponse profonde, c'est de dire qu'il faut arrêter de voir C comme la vitesse de quelque chose. Je rebondis sur ce que C, c'est en fait quelque chose qui fait le lien entre l'espace et le temps. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est aussi une propagation dans l'espace et le temps. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose que ce C qui intervient. Et d'ailleurs, ce C, on peut le prendre comme on veut. On devrait définir C. Les dimensions de temps et de longueur, on devrait les fusionner. Ce que font un petit peu d'ailleurs les astros, quand on parle de longueur en années-lumière, quelque part, ils parlent en temps de lumière, qui convertissent en distance avec C. Et en fait, ce C, c'est pas la vitesse de quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui fait une connexion entre le temps et l'espace, donc la lumière et les ondes gravitationnelles. C'est une relation entre l'espace et le temps aussi. Donc il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Oui, c'est une constante, puisque elle est utilisée dans E égale C2. En tant qu'on prend la vitesse de la lumière, on reviendrait dans l'énergie de masse. Non? Alors, votre question, c'est pourquoi est-ce que C intervient dans l'énergie de masse? Oui. Parce qu'à ce moment-là, on n'intervient pas en tant que vitesse de la lumière, on intervient en tant qu'une constante cosmologique. Non, pas, oui, pas cosmologique. Alors, oui. Comment est-ce que je peux me sortir de cette question? Alors, pourquoi est-ce que c'est C qui intervient ici? Non. Excusez-moi, je voulais. Donc, ce que demande le monsieur, c'est pourquoi est-ce que C intervient dans la relation E égale MC2? Et quel est le rapport entre le C qui intervient dans E égale MC2 et la vitesse de la lumière? C'est parce que c'est parce qu'on utilise ça comme vitesse de la lumière, mais c'est une constante physique qui intervient dans la vitesse de la lumière, qui intervient dans l'énergie de masse.
Moi, Moi, c'est comme ça que ouais. c'est incroyable. Donc, je vous dis comment je vois les choses. Moi, C, on devrait le poser égal à 1 et se débarrasser du C une bonne fois pour toutes. Et ensuite, écrire que E égale à M, c'est juste une définition finalement de la masse. La masse et l'énergie, ça aura la même dimension. Voilà. Et donc, je dirais pas, tiens, il intervient là, il intervient là. Pourquoi? Il est égal à 1 et je fusionne deux dimensions qui paraissent différentes, le temps et la lumière. Voilà un bout sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je suis sensible à ce que tu vas dire à propos du nom donné à ces là. Mais je suis sensible à ce que tu as dit à un moment à propos de C, sensible à ce que tu as dit. Je l'appellerais la constante d'Einstein. Au lieu de l'appeler vitesse, de dire. Mais je garderai. Si je peux risquer une réponse, après tout, il suffit d'écrire, de voir comment est construit, comment apparaît la lucidité. Il suffit d'écrire la loi fondamentale d'Einstein et faire un peu comme la mécanique de Newton et s'apercevoir qu'il y a une constante qui apparaît, qui est MC carré. Et dans la relativité, la relativité extrême, c'est apparaît explicitement comme constante d'Einstein. Donc, quand on déroule le formalisme, on trouve que cette énergie de masse apparaît. Et c'est normal puisque dans la loi fondamentale apparaît le facteur gamma 1 moins v carré sur c carré, la puissance moins 1. Qui ne sont pas naturels. C'est la réponse dans les faits que je montre. La question que je voulais vous poser est la suivante. Vous avez montré comment la courbure de l'espace peut conduire à observer pour une galaxie lointaine deux fois la même image. Je comprends mal, autant je comprends bien qu'on puisse avoir un arc, autant je comprends mal qu'on puisse avoir deux images bien distinctes. Alors, donc votre question, c'est effectivement comment ça se fait que c'est deux points bien ponctuels et pas toujours finalement quelque chose qui serait déformé. Et bien, ça en fait, bon, j'ai pas envie de vous faire cette réponse-là aussi parce que c'est un peu méchant, mais ça dépend en fait, quand on regarde les équations, ça dépend de la configuration géométrique que vous avez entre la source qui est là, la distribution de masse qui est courbée et le récepteur qui est là. Si les distances là, donc ça dépend de la distance entre là et là, la distance qui est entre là et là, qui n'est pas forcément la même, et de la position du centre de ça par rapport à la ligne de visée. En fonction de ça, vous avez tout un tas de zoologies, d'effets possibles, dont certains, c'est que ça fait que deux images. Une image qui a la propriété d'être amplifiée, avec un facteur d'amplification, et une autre qui a la propriété d'être désamplifiée. Elle est plus faible en intensité. Donc il y a l'image primaire et l'image secondaire. Ça, c'est la situation, on va dire, standard, courante. Et en fait, le fait de voir un arc, c'est des situations qui sont finalement assez rares, c'est quand il y a presque un alignement. Et ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer au-delà des équations. Peut-être vous pouvez essayer de faire la manip même avec un pied un verre à pied. Donc là, ça a la forme d'une lentille qui recolle à peu près ça. Et vous allez voir, si vous regardez des objets ponctuels, que la plupart du temps, vous allez voir deux images. Mais que si vous êtes pile aligné, vous allez voir un truc qui commence à se déformer. Mais la situation la plus courante, c'est deux images ponctuelles. Mais j'avoue que je ne peux pas vous l'expliquer plus qualitativement. Il faut faire l'expérience avec un verre à pied. Là. J'ai deux questions. L'image du trou noir, c'est pour les commenter, alors sur le dernier. Et l'autre, c'est quelques diapos auparavant, j'ai une sorte de représentation de l'univers de tes débuts avec les galaxies, tout ça. Et mon impression de cette représentation, c'est que ça s'arrête comme si le temps s'arrêtait. Alors que, a priori, ça continue pas. Le futur, il existe tout autant que le passé dans une représentation comme ça. Je commence par ça alors.
Dans cette représentation, effectivement, là, il y a une échelle de temps, qu'on appelle le temps cosmique. Et puis là, ce qui est représenté dans l'échelle verticale, c'est, on va dire, la taille de l'univers. En fait, c'est ce qu'on appelle le facteur d'échelle de l'univers. Bon. Quand on essaie de résoudre les équations d'Einstein à l'échelle de la cosmologie, pour savoir comment va évoluer la taille de l'univers en futur et comment elle a évolué dans le passé. Bon, je dis que la taille de l'univers aujourd'hui, elle vaut ce qu'elle vaut. Je résous les équations d'Einstein et je remonte dans le temps en arrière. Quand je fais ça, je vois que à un moment, la taille de l'univers tend vers 0. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les physiciens? Ils disent que j'étais à 0, donc ça veut dire que l'univers a été créé à ce moment-là. Entre guillemets, créé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La taille est arrivée à 0. Je pars de la taille d'aujourd'hui, je remonte les équations d'Einstein dans le passé. La question était dans le sens pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans votre sens dans une représentation comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne représentez pas le futur autant que le passé, le schéma? Et tout à fait. Là, le futur, ça va continuer. Cette courbe ici, là, l'univers, il va être en expansion accélérée comme ça. Là. On pourrait représenter le Corneille encore plus loin, il n'y a pas de problème. Et est-ce que ça veut dire que ce futur existe? Je comprends pas le sens de votre question. Évidemment que le futur existe. Non, mais il y a peut-être un piège dans votre question, mais j'avoue, j'ai peur de tomber droit dans le piège. Je ne comprends pas le sens de la question. Vous faites une représentation dans laquelle on voit le passé de l'univers. Ouais. Mais attendez, là, si vous voulez, le trait est là. Si vous voulez, je le mets ici, et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est là. Ça vous va ou pas? Je m'en fiche que là, ce soit aujourd'hui. Si vous voulez, je dis qu'aujourd'hui, c'est là. Très bien. Dans ce cas-là, ce que vous dessinez, c'est que le futur, c'est-à-dire ce qui va se passer dans une heure, existe. Je peux prédire ce qui va se passer. On peut le prédire, je dis juste que, à l'instant que vous dessinez, il existe déjà. Oui, c'est un télé de l'univers blanc. Voilà. C'est ce qu'on a. J'avoue que je ne connais pas ces théories de l'univers blanc, donc je ne sais pas quoi répondre à votre question. C'est pas une question, c'est une constatation que vous dessinez, effectivement. Pour vous, ça ne pose aucun problème. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est une portée de philosophie, si vous voulez, qui est de dire que le futur, c'est-à-dire ce qui va se passer dans une heure, est déjà représenté dans l'univers. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Alors, là, ce que vous êtes en train de soulever, c'est le déterminisme des lois. Enfin, c'est le fait que l'univers, en tant que bloc, existe. De manière intemporelle. Puisqu'il est établi. Et donc, on le dessine. Ce que vous voulez, c'est exactement ce que vous faites. Et c'est ce que ça veut. Ouais, mais j'arrive pas à savoir où vous voulez en venir, en fait. C'est juste ça. Je sens que je vais tomber dans un piège à un moment, mais alors, sur le dernier, l'image du trou noir. Donc, le temps dégagement, je répète, c'est quand la taille de l'univers tombe à 0. Mais attention, parce que souvent on se trompe lourdement dans cette représentation. Je suis pas en train de dire que à ce moment-là, en fait, l'univers avait une taille nulle. Il était quand même infini. Si vous voyez pas ce que je veux dire quand je dis ça, on en discutera. Alors, cette image du trou noir, effectivement, je mets ça pour attirer une leçon après, parce que j'ai pas du tout parlé du trou noir dans cette exposé. Donc c'est une image assez récente, qui a quelques lois, qui a été prise par des télescopes au sol, Event Horizon Telescope. Ce qu'on voit ici représenté, qui apparaît brillant, c'est de la matière autour d'un trou noir, qui va orbiter autour d'un trou noir, qui est chauffé par des effets de marée, et qui, puisqu'il est chauffé, va émettre le rayonnement comme un trou noir, et on voit ce rayonnement. Ici, il y a une zone qui est noire, qui est la zone qui délimite, alors pas exactement la taille du trou noir, puisqu'on peut montrer que quand vous avez un trou noir, qui a une certaine taille, donc définie par son horizon, vous avez une zone, au-delà de cette taille-là, dans laquelle il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle d'orbite circulaire stable.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir du gaz qui orbite longtemps et qui va émettre du rayonnement. Donc dans cette zone-là, entre l'horizon du trou noir et ce qu'on appelle le rayon ISCO, vous ne pouvez pas vraiment avoir beaucoup de lumière qui émet. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, c'est la zone centrale du trou noir. Donc ça, c'est la zone, le trou noir plus une partie où il a nettoyé son voisinage. Et puis ici, le gaz chaud qui va émettre de la lumière. Donc ça, c'est une image, la première image optique d'un trou noir. La lumière on est d'accord, elle est derrière le trou. Alors, selon les configurations, il n'y a pas de problème. La lumière peut effectivement partir derrière le trou noir et revenir vers nous. On peut voir l'arrière du trou noir. C'est possible de voir l'arrière du trou noir. Ça dépend comment est-ce que le disque d'accrétion, quel est le plan du disque d'accrétion par rapport à nous. Mais si le disque d'accrétion est quasiment parallèle à nous, par rapport à la ligne de visée, on peut tout à fait voir derrière le trou noir, puisque la lumière qui est émise derrière le trou noir, avec la courbure des rayons lumineux, peut tout à fait nous parvenir. Il n'y a pas de problème. Ici, alors, ces simulations, là, ce qui nous gêne, c'est que ce ne soit pas symétrique. C'est très facile de faire quelque chose de dissymétrique. Il suffit, par exemple, que ça tourne dans cette pièce, que ça tourne comme ça, pour créer une image dissymétrique. Ces images ici, là, ont été simulées par moi, les étudiants de M2. Je leur demande de simuler l'image d'un disque d'accrétion par un trou noir. Du moment que vous faites tourner le disque d'accrétion, vous créez une dissymétrie, il y aura plus de lumière d'un côté que de l'autre. Donc c'est très facile de créer une dissymétrie, là, il n'y a pas de problème avec ça. Justement, ma question concerne effectivement l'approche d'un trou noir. Alors, si on suppose par exemple une fusée qui approche d'un trou noir, et imaginons aussi un trou noir gigantesque du style 6 milliards de masses solaires, etc. Donc, à la traversée de l'horizon du trou noir, il ne va rien se passer dans la fusée, normalement. On ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'y est pas dedans. Mais nous qui sommes à l'extérieur, donc, on voit cette fusée ralentir de plus en plus à l'approche de l'horizon et on ne verra jamais traverser cet horizon. Donc, est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu s'il y a quelque chose à expliquer? Ouais, alors vous avez tout à fait raison ce que vous avez dit. Quand on s'approche de l'horizon d'un trou noir, ce n'est pas une surface matérielle. Il n'y a pas de panneau qui nous dit attention, vous allez traverser l'horizon d'un trou noir. Donc on ne peut pas le savoir à l'avance, comme vous voulez. Et alors, il y a des gens effectivement qui développent des théories de mécanique quantique en disant au niveau de l'horizon d'un trou noir, on ne pourra jamais franchir ce qu'on appelle un firewall. Il y a tout un tas de choses. Mais si on reste dans la physique de la relativité générale classique, sans rajouter de mécanique quantique, on peut effectivement franchir l'horizon d'un trou noir sans nécessairement qu'il se passe quelque chose. Plus le trou noir est gros, et plus il est facile de franchir l'horizon d'un trou noir sans être détruit par les forces de marée. Plus il est petit, plus on va être détruit par les forces de marée tôt. Mais les gros trous noirs, comme effectivement 1 milliard de masses solaires, on les franchit sans aucune difficulté. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce franchissement de l'horizon d'un trou noir est observé de l'extérieur? Ça, c'est votre question. Donc, on dit effectivement souvent que on ne voit jamais quelqu'un rentrer dans un trou noir de l'extérieur. Ça, pour un observateur extérieur, ça met un temps infini pour lui, pour que son copain traverse le trou noir. Alors que celui qui a traversé le trou noir, lui, avec sa montre, ça met un temps tout à fait fini. 2 heures, j'ai franchi, et même en un temps fini, j'arrive au centre du trou noir où je suis broyé par les forces de marée. Bon. Alors, quelle expérience je peux faire pour essayer de voir mon copain tomber dans le trou noir? Ce que je peux faire, c'est mettre des pulses lumineux. Je me mets d'accord, je dis à mon copain, je t'envoie toutes les secondes un pulse lumineux. Oui. Et je descends vers le trou noir. Bon. Lui, avec sa montre, c'est toutes les secondes qu'il les envoie. Question, tous les combien de temps l'observateur qui est lointain va recevoir les pulses? Et au début, il va les recevoir toutes les secondes. Et puis au fur et à mesure, au lieu d'1 seconde, ce sera 2 secondes. 6, 30, 100, 1000, 1 million, 1 milliard. Donc la lumière mettra de plus en plus de temps à lui parvenir. D'accord? À parvenir à l'observateur qui est à l'extérieur. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas rentrée dans le trou noir. Ça veut juste dire que la lumière, elle doit, quelque sorte, lutter contre le champ gravitationnel du trou noir pour s'échapper.
Donc elle met très longtemps avant de nous parvenir. Donc c'est juste cet effet-là qu'on voit. On voit que la lumière met longtemps à nous parvenir. Alors nous, on en déduit, ah bah il n'est jamais rentré. Mais si, il est rentré, sauf que la lumière, elle a mis très longtemps à s'échapper du bord du trou noir et à nous parvenir. Voilà. En fait, en termes de fréquence, si on envoyait non pas de pulse, mais un signal sinusoïdal, la fréquence va tendre vers 0. Voilà. Et elle atteint le zéro. Pardon? Elle atteint le zéro. Et elle atteint le 0 au franchissement, oui, de l'horizon. Là, la vitesse de libération est supérieure ou égale à la vitesse de vie. Oui, alors cette notion de vitesse de libération n'existe pas pour un trou noir de la relativité générale, ça c'est une vision classique, un peu le trou noir de Mitchell. Alors on va confiler. Est-ce qu'on peut comprendre le trou noir comme un objet classique? Est-ce que Newton aurait pu inventer les trous noirs? Oui, avec l'idée suivante, c'est que quand vous avez un objet, par exemple la Terre, et vous vous posez la question de à quelle vitesse il faut que je lance un objet pour qu'il s'échappe de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Il y a une certaine vitesse qu'on peut calculer facilement. Une dizaine ou 12, je ne sais plus, kilomètres par seconde. Ça va aller à l'infini. Voilà. On peut tout à fait calculer cette vitesse-là pour différents astres. Et on se rend compte que si le rapport de la masse divisé par le rayon est supérieur à une certaine valeur, à ce moment-là, la vitesse de libération, ce sera égale à la vitesse de la lumière. Si on croit la relativité restreinte, on ne peut pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que même la lumière ne peut pas s'échapper. Mais en fait, c'est complètement différent d'un trou noir d'Einstein. Parce que dans ce trou noir classique, là, un peu le trou noir de Mitchell, l'objet, il sort quand même du trou noir, c'est juste qu'à un moment, il va y revenir. Ça n'a rien à voir avec un trou noir de la relativité générale où, quand je suis dans l'horizon, je ne sors pas du tout. C'est pas que je sors et que je dois revenir. Je sors pas du tout. Oui. Donc c'est différent. Une petite question très courte. À votre avis, l'univers est fini ou infini? Est-ce que l'univers est fini ou infini? J'en sais rien, mais pour moi, on saura. Mon opinion personnelle. Mon opinion personnelle, c'est que j'ai aucun problème avec ce qui soit infini. Aucun. Oui, il est fini sans mort. Quoi? Ça, c'est luminaire. Oui. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions à poser. Oui, Charles. Une question rapide. Y a-t-il une différence entre la matière et l'espace, donc pas l'univers? La deuxième question, si vous pouviez, c'est sur le temps, d'évoquer un petit peu la relation entre la relativité et la physique quantique. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la matière et l'espace? C'est votre première question? Quand on parle d'univers, quand on parle des dimensions de l'univers, est-ce que on parle de la limite de l'extension de la matière, ou bien est-ce qu'on parle de la limite De l'espace lui-même, où les deux sont liés. Alors, comme j'ai l'impression. Ouais. Alors, on n'est pas forcément obligé de définir l'espace comme étant l'ensemble des endroits où il y a de la matière. Il se peut tout à fait. L'espace, il est défini, parce que la relativité générale donne une structure à l'espace-temps, indépendamment du fait qu'il y ait de la matière ou pas de matière. Donc l'espace peut tout à fait être infini, mais au bout d'une certaine distance, peut-être il n'y a plus de matière. Vous voyez ce que je veux dire? L'espace ne s'arrête pas nécessairement là où il y a de la matière. Parce que dans cet espace vide, peut-être que je peux y envoyer des ondes gravitationnelles. Ils vont se propager. Et pourtant, il n'y a pas de matière. Donc je vais dire que c'est quand même une part de l'univers, parce qu'il y a une onde qui s'y propage. Mais il n'y a pas forcément de matière. D'accord? Mais maintenant, aussi loin qu'on regarde, on voit toujours de la matière. Voilà. Et en fait, quand on parle de la taille de l'univers, il se peut tout à fait que tout soit infini, mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est simplement ce qu'on appelle notre bulle, notre horizon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir plus loin qu'une certaine distance, qui est la distance, si je regarde par rapport à l'âge de l'univers, la lumière, elle peut parcourir qu'une certaine distance maximale. Donc je ne peux pas voir plus loin que ça. Il va falloir, si je veux voir plus loin, il va falloir que j'attende pour que la lumière émise par les objets éventuels qui sont derrière cet horizon, qui n'est pas accessible, le devienne. Est-ce que l'inflation de l'univers a pu être plus rapide que la vitesse de la lumière? Alors, ça, c'est une question que je dois bien poser. Pendant la phase d'inflation, si vous existiez et que vous aviez de la lumière et puis des montres, vous auriez montré que la vitesse de la lumière, c'est toujours c. Donc, il n'y a pas de problème avec cette histoire de vitesse de la lumière. Maintenant, si vous prenez 2 points et que vous mesurez le temps d'aller-retour entre ces 2 points,
que ces deux points sont mis en expansion par l'inflation. Mais il n'y a pas besoin forcément de l'inflation. Vous pouvez tout à fait avoir l'impression que cet objet-là se déplace par rapport à moi à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. C'est juste un effet du fait que entre lui et moi, j'ai créé de l'espace. Et ça ne veut pas dire que lui s'est déplacé à une vitesse plus importante que la vitesse de la lumière en étant dans une fusée accélérée plus vite que la vitesse de la lumière. Pas du tout. Hein, si vous prenez, c'est l'image de, vous prenez un ballon de baudruche, vous faites un point là, vous faites un point là, vous gonflez, la vitesse entre les deux peut éventuellement être très importante. Les points ne se déplacent pas. Oui, c'est l'espace. Je crée de l'espace entre moi et votre personne. C'est l'espace entre l'expansion. Oui, dans l'extension n'est pas limitée. Oui. L'expansion, uniquement le à point, peut être plus rapide que la vitesse de la lumière sans qu'il y ait aucun problème avec la causalité. Je vous pose une question. L'origine du Big Bang, imaginons que vient d'un point, comme mur de Planck, un univers de dimension très réduite. Est-ce qu'il est localisé quelque part dans l'espace? Pas du tout. Ou est-ce diffusé partout? Ça comprend. Ouais, non, mais il n'y a pas de point où l'univers est créé. L'univers n'est pas créé en un point. Et là, il n'y aurait rien. Bon, c'est quoi l'image? Qu'est-ce que nous disent les observations? Nous disent que quand je remonte dans le temps, ce que je constate, c'est que l'univers est de plus en plus dense. Alors, je prends une table. Cette table-là. Ok? C'est l'état de la densité de l'univers aujourd'hui. Dans le passé, ce que je vois, c'est que je vais diviser la taille de la table par 2 en la comprimant. Crac. J'aurai une table plus dense. Parce que même masse sur une taille petite. Mais cette table-là, je vais la compléter avec la même table à côté, là, pour rester à la même taille qu'initiale. D'accord ou pas? Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que l'univers est de plus en plus dense, mais il existe ici et ici. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Tout point est un centre. Même quand il y a un centre. Voilà. C'est pas on a un point là, et là, il se passe exactement la même chose. L'univers, il est très très dense. Ici, et en tout point, si vous voulez. C'est infini, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de point où j'ai créé depuis une seule bulle notre espace pour aujourd'hui. Bon, je crois que depuis on n'a pas le sujet, et il faut que vous ayez bien la salle maintenant. Alors, vous avez et après, bien sûr, après au moment du futur, on peut envisager à l'école d'un ETS. C'est-à-dire plus de balastiques. Elles seront tellement éloignées les unes de l'autre qu'on ne pourra plus les voir de la lumière, ne pourra plus aller. Oui, ça c'est possible. Là, nous sommes dans une phase d'expansion accélérée qui va faire que dans le futur, notre univers visible sera très 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 restreint. Et il y a plein d'objets qu'on ne verra plus jamais. Au revoir. Et c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Quand vous avez une idée.